Question de malade, le podcast d'information, de solidarité et de témoignages de personnes qui traversent ou qui ont traversé un bouleversement dans leur vie, à travers la maladie ou un accident, en incluant bien sûr les aidants, les associations et les professionnels de santé. L'objectif, de mettre à disposition un partage d'expérience, à travers un guide pratique du malade. Je pense qu'il faut le vivre, mais c'est de se savoir, c'est de se sentir compris, pas seul. Ouais, pas seul. Et ça rend l'isolement. Ça rend l'isolement, même si, pas que, parce que moi l'isolement j'en ai pas trop, mais c'est de se savoir compris. D'avoir quelqu'un en face qui comprenne par quoi t'es passé. Et puis comme je le disais un peu pour les liens que j'avais avec Marie, avec le centre de rééducation, tout est plus fort, tout est plus naturel, tout est plus sain. Voilà, on laisse de côté tous nos codes sociaux et on n'est que vrai et voilà, on n'est que entier en face d'autres malades, j'ai l'impression. En tout cas, c'était mon impression, ça m'a apporté énormément. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Pancho. Membre fondateur de Question de malade, il nous présente son parcours face à la maladie. Il nous parle de ses années d'errance médicale, de ses nombreux symptômes et la difficulté de vivre avec cette incertitude par rapport à l'avenir. Aujourd'hui diagnostiqué avec un Covid long, son combat pour recommencer à vivre continue. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Question de malade. On se retrouve une nouvelle fois avec notre ami Pancho. Et comme vous pouvez le voir, on a échangé nos places. Donc, je vous présente plus Pancho, notre président. Mais aujourd'hui, c'est pas en tant que président, Pancho, que tu viens nous parler, mais en tant que témoignage de ton parcours. Exactement, ouais. Ça me fait plaisir d'être là, tu sais. Mais moi aussi, ça me fait vraiment plaisir d'être de ce côté-là. Et moi, de voir que tu prennes ma place. Et moi, ça me fait très très bizarre d'être à ta place. Bon. Aujourd'hui, on va continuer la série sur les Covid longs. Ouais, exactement. Dans l'épisode précédent, vous avez découvert mon histoire. Aujourd'hui, c'est toi qui vas nous raconter la tienne. On y va ? Ouais. Allez. C'est parti. C'est toi qui es aux manettes. Hein. Ouais, ça fait bizarre, mais allez, c'est parti. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment ça a démarré pour toi ? Oui, bien sûr. Alors, tout a commencé par un simple rhume. Tout simplement, j'ai eu un simple rhume avec le nez qui coule, rien de transcendant. C'était un jour un peu particulier quand même pour toi. Ouais, exactement. C'était la veille de ma nouvelle, de mon nouveau travail. Ouais. De ma nouvelle, ça y est, je bug. Embauche. Je recommence. C'était un jour assez particulier pour moi parce que c'était mon premier jour d'embauche le lendemain. Ouais. Du coup, j'avais démissionné quelque temps un peu avant. Et du coup, pour moi, c'était une nouvelle vie. Donc voilà. Mais parmi ça, je me suis levé avec ce rhume-là. Et comme je suis quelqu'un un peu de bourrin et de sportif, j'avais l'habitude, quand j'avais un rhume ou quand j'avais un petit truc qui n'allait pas au niveau médical, je prenais mon kawaii et j'allais courir, tout simplement. Ok. Voilà, pour essayer de passer ça. Donc plutôt sportif et plutôt ça va passer par l'effort, quoi. Ça va passer par l'effort. Sauf que ce jour-là, j'étais courir. J'ai fait une montagne qui est proche de chez moi. Le but, c'était une montagne que je connaissais par cœur. J'y allais assez souvent. Et quand je suis monté, j'ai ressenti des sensations que je connaissais pas. Difficile à décrire, quoi. Je n'avais jamais ressenti. Okay. Donc je me dis, putain, le rhume, il cartonne, quoi. Ok. Et arrivé à 1 kilomètre du sommet, j'ai pas pu l'atteindre. J'ai fait demi-tour. Et je suis descendu en mode un peu robot. Voilà, c'était vraiment les termes que j'ai utilisés, en tout cas. Je suis rentré chez moi, j'ai pris un Doliprane et le lendemain j'ai pris ma première journée d'embauche. Voilà. Ok, donc cette première journée d'embauche. Donc là on a ton gros rhume, des nouvelles sensations, mais des choses que j'arrivais pas trop à décrire. Ouais. Et c'était cette nouvelle embauche. Ouais. Ça s'est bien passé ? Ouais, super, c'était très très bien. À part que j'avais des bouffées de chaleur de temps en temps, mais j'avais plus le nez qui coule. Ouais. Et voilà, et puis après je suis tombé avec des collègues qui étaient top. Donc voilà, ma nouvelle vie commençait bien. Et comment c'est bien. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Mais ensuite, une semaine après, j'ai eu une sinusite.
Ouais. Ce rhume s'est transformé en sinusite, donc j'étais voir le médecin pour la première fois. Et elle m'a donné des antibiotiques, rien de spécial. Elle voulait me mettre en arrêt, j'ai refusé parce que je venais Une d'être nouvelle embauché, donc je n'osais pas trop me mettre en arrêt. Ouais. Et après, je crois 2 semaines après, dans un couloir, en discutant avec ma directrice, je me suis senti partir, la vision qui partait vers le bas. Ouais. Donc je faisais en gros un malaise, hein. Je sentais que j'avais les jambes qui tremblaient, cette vision qui partait vers le bas. J'ai dû me retenir un peu contre le mur. J'ai essayé de ne pas lui montrer à la directrice, je pense qu'elle n'a pas vu. Et j'ai prétesté que j'étais occupé ailleurs pour partir et me réfugier un peu dans un couloir et me mettre accroupi. Il me dit ouf, là il s'est passé un truc quoi. Et, Ça doit être compliqué à vivre ce genre de situation. Là. On se sent comment Bon, pour moi, c'était pas très grave, c'était juste un malaise. Ok. Voilà. Je me disais, bon, c'est un petit malaise, c'est dû au rhume, voilà. Et puis, comme je me disais, bon, de toute façon, c'est le mental qui gère, on va taper dedans, et puis ça va bien se passer dans le reste de la journée, quoi. Sauf Ok. que j'ai forcé, et en rentrant à la maison, je me sentais vraiment pas bien du tout. Quand je suis rentré, j'étais un peu, je me sentais la tête dans le coton, je me sentais vraiment pas bien du tout. Et je suis rentré ici, dans la salle de bain, et j'ai commencé à vouloir vomir. Ok. Donc je me suis allongé, j'arrivais plus à tenir trop debout, je me suis allongé, j'essayais de vomir, ça venait pas, je me relevais, une fois que j'étais debout, je repartais allongé, j'étais en sueur, j'étais vraiment pas bien. Donc du coup, urgence chez le médecin. Ok. Donc là, tu repars chez le médecin. Je repars chez le médecin, et là, elle me fait un test neurologique pour la première fois. Ouais. Un test très banal, vérifie mes sensations au niveau du corps d'un côté et de l'autre. Elle me fait un test que j'ai subi pendant des dizaines de fois après, c'est fermer les yeux et toucher votre nez avec Ouais. vos doigts. Ouais. Donc voilà, et plein de petits tests comme ça neurologiques, donc tout était rassurant, elle ne voyait pas vraiment grand chose, sauf que moi j'avais vraiment la vue qui avait flouté. Ok. J'avais la vue qui avait flouté, cette impression de la tête dans le coton, c'est ce que je disais, et de me sentir bizarre. Voilà, c'est ce que j'ai Ouais. exprimé. C'était vraiment dur de trouver des mots, quoi. Ok. Parce que j'avais jamais ressenti ça. C'est des nouvelles sensations, mais Ouais. pas agréables. Pas agréable et vraiment inconnu, quoi. Ok. Est-ce qu'elle t'envoie faire des examens particuliers Ouais, le soir suite à même. ces symptômes? Ouais, le soir même, elle m'envoie chez un kiné vestibulaire Ok. pour vérifier mes tympans, voir si mes cristaux étaient en place. Elle pensait au début vraiment que ça venait des cristaux ou quelque chose d'auréal, quoi. Ouais, et pour justifier les vertiges. Exactement. Donc on est parti sur cette piste directe. J'ai eu la chance, j'ai eu un rendez-vous direct le soir. Donc j'étais voir ce fameux kiné avec des lunettes 3D, vérifier tout ça, bon, toute une technique. Ok. Et j'avais rien du tout. Lui, il voyait rien. Donc lui, il a écarté déjà cette Ouais. piste des cristaux. Ouais, des cristaux et puis d'AVC. Parce Et qu'il d'AVC peut, aussi. il peut prévenir les AVC grâce à cet examen. Ok. Donc voilà, et par la suite, après, j'ai entamé un marathon de spécialistes. Donc j'ai commencé par un ORL Ouais. par la suite. Voilà, il n'a rien vu non plus, mais il m'a fait juste des petits tests. Il m'a rien vu, il m'a donné des vitamines C, un médicament contre le tangage. Contre le tangage. Ok. Voilà, du tanganil, pour être précis. Ok. Donc voilà, et moi en parallèle, je continuais mon travail, Ouais. qui venait de plus en plus dur. Je me sentais vraiment fatigué, puis ces problèmes de vue m'embêtaient beaucoup, et j'avais ces problèmes d'instabilité. Je commençais un peu dès que je marchais dans un couloir, à partir d'un côté, de l'autre, où je travaillais, il y avait beaucoup d'ascenseurs, je descendais de l'ascenseur, hop, je sortais de l'ascenseur, je partais d'un côté ou de l'autre, Ok. et j'arrivais plus à marcher trop droit. Donc c'est venu comme ça petit à petit, et c'est empiré. Ok. Mais par contre, tous ces symptômes, tu avais déjà vu l'ORL qui avait déjà écarté les problèmes de cristaux, etc. Donc Ouais, exactement. Ouais. là, tu arrives dans une situation où Où je suis en marathon de spécialistes, Ok. j'enchaîne, on cherche, on est dans la recherche. donc après les ORL, tu pars. Je pars sur le dentiste, le truc classique, voir Ouais. s'il n'y avait pas un problème de dents, sur le cœur, sur... qu'est-ce que j'étais voir d'autre? Après, j'ai été voir un deuxième avis d'un ORL, Ok. pour avoir un avis croisé, et lui m'a fait d'autres examens plus spécifiques. C'est un examen où on t'envoie de l'eau dans l'oreille droite, et après dans l'oreille gauche, Ok. Un test de l'eau calorimétrique. chaude.
Comment? Un test calorimétrique. Exactement. Ok. Et du coup, ça te fait vriller. Et c'est vraiment une sensation très 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 bizarre, mais ça m'a éliminé beaucoup de choses. Ok. Et il m'a prescrit pour la première fois un scanner cérébral. Ok. Voilà, en parallèle, on avait fait plein de prises de sang. Voilà, donc on attendait Ouais, ce résultat. J'imagine toutes les maladies connues, les infections. Exactement. Donc là, sur tes prises de sang, par contre, ils me montraient une infection, ils me montraient Ils quelque m'ont chose. créé le CRP qui était un petit peu élevé, Ok, donc Voilà. la CRP, c'est le marqueur qui indique les infections. la présence d'infection. Ouais, mais il était un peu élevé, mais voilà, on comprenait pas à quoi ça correspondait. En tout cas, c'était pas florisant, quoi. C'était pas, Il est un peu élevé, mais c'était pas voilà, alarmant. c'était pas alarmant. Ok, donc ça pouvait pas justifier Donc voilà. tous ces symptômes-là. Et du coup, en attendant ce premier IRM cérébral, Mhm. j'ai eu un mieux. Pendant une semaine et demie, je me sentais beaucoup mieux, à tel point que je me suis dit, bon, je vais peut-être annuler cet examen, en me disant peut-être qu'il y en a d'autres qui ont plus besoin de cet examen parce qu'il faut un peu de temps pour les avoir. Et je me suis même remis au sport, donc j'ai été courir, et cette fois j'étais jusqu'en haut, Et et le redescendre. lendemain, j'étais faire du vélo. Oui, donc vraiment, tu étais dans une démarche où le sport va te faire passer tes Oui, problèmes. voilà, l'effort allait me faire passer, j'étais vraiment en mental, quoi. Ok. Et j'ai été dissuadé par mon ami qui m'a dit non, tu vas aller quand même faire Et cet examen. elle a peut-être eu raison. Elle a eu raison, puis elle est en plus dans le milieu, elle est infirmière, donc Oui. voilà. Et puis elle n'a pas eu tort parce que ça a duré très peu de temps. La période de bien. La période de bien, ouais. Ok. Voilà, donc j'ai fait mon premier IRM, on n'a rien vu du tout. J'ai fait un deuxième IRM des sinus, plus spécifiquement. Après, j'ai été voir d'autres spécialistes. J'ai été voir un médecin. Alors, je sais plus, c'est mon dentiste qui me l'a envoyé, mais c'était un. Ah, je me rappelle plus du terme. Bref, un autre spécialiste, une autre demande. Bon, bref, Ouais. j'ai Tu les as enchaîné, enchaînés. quoi. J'ai Ok. enchaîné. Voilà. Voilà. Et tous ces spécialistes-là, Il n'y avait rien à chaque fois. Ça il n'y avait revenait- rien. Non, et ça me renvoyait à chaque fois chez mon médecin traitant. Ok. Voilà. Donc là, tu as côtoyé très régulièrement ton médecin traitant. Ouais, alors au début, on se voyait très régulièrement par rapport à ces examens. Ouais. Et puis plus ça passait, plus au travail je me sentais fatigué et j'arrivais plus à trop assurer. Ça commençait à devenir handicapant, mes symptômes, vraiment. Et puis je commençais à avoir des symptômes en plus. Ok. Aux toilettes, quand je m'essuyais, je commençais à avoir du sang. Ouais. J'avais des douleurs inexplicables, je pouvais boiter pendant une journée et le lendemain plus rien. J'avais mal un peu partout au corps et puis ça disparaissait. Je commençais à avoir ma vue qui se baissait de plus en plus. Je commençais à avoir un peu pixelisé. Pixelisé. Ouais, pixelisé. Et avec des formes. Ok. Donc voilà, c'était vraiment très 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 embêtant. Et J'imagine qu'ils t'ont orienté vers un ophtalmo aussi. ouais, l'ophtalmo aussi, oui, évidemment. Là non plus, on voyait rien. Donc voilà. Donc on a enchaîné. Ça a duré à peu près 1 mois et demi. Et au bout d'un mois et demi, j'en pouvais plus. Au niveau du travail, voilà, il y a une journée où je suis rentré. Et là, j'ai dit stop, quoi. J'avais trop forcé. Je suis rentré. J'ai fait aussi un malaise pareil que la première fois dans la salle de bain en essayant de vomir. Ouais. En me calant dans le lit, en voyant tout tourner. Et puis je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait, quoi. Donc là, on a appelé la première fois les urgences par téléphone et on nous a dit bon, vous faites un petit malaise, allez consulter votre médecin traitant le lendemain. C'est ce que j'ai fait. Et à partir de là, on a fait un bilan de tout ce que j'avais déjà fait comme examen. Et mon médecin était un peu dépassé par ce qu'il arrivait, par tous mes symptômes, quoi. Ouais. Et du coup, là, c'était de demander un avis au médecin interniste. Ok, les internistes à l'hôpital. À l'hôpital, ouais. Ok. Voilà. Donc les internistes, c'est des spécialistes de la recherche. C'est un spécialiste de recherche, ouais. Qui est là pour C'est des médecins qui sont spécialistes de plusieurs spécialisations et qui sont là en général pour donner un avis médical et en général c'est pas très bon. Ok. Voilà. Tu me disais. C'est un en peu aparté, le Dr House. C'est le Dr House voilà, dans la vraie vie. dans la vraie vie. Ok, donc ces Bon, internistes, qu'est-ce qu'ils te font de plus? Eh bien déjà, de mon arrêt jusqu'aux internistes, j'ai dû attendre 20 jours. Ok. Et le jour où j'étais en arrêt, de suite, ça s'est dégradé, mon Ouais. état. J'ai commencé à avoir plein de symptômes en plus. Ok. J'avais des pertes de sensibilité au niveau du corps. Ouais.
Voilà, ça aussi c'était vraiment incohérent. Ça pouvait être une fois je sentais plus ma jambe, après c'était le bras, c'était la joue ou même la bouche. Donc du coup j'avais des fois du Ok. mal à parler. Oui, même pour articuler. Ouais, exactement. Et puis je commence à avoir des problèmes aussi de concentration. Tout ce qui Toujours était ce syndrome multitâche. d'être dans le coton. Ouais, voilà, exactement. Ouais, Ok. c'est ça. Donc tout ça, j'arrivais vraiment pas à trouver des mots dessus, donc c'est vraiment dur. C'était très frustrant J'imagine. d'essayer d'expliquer à mon médecin qu'est-ce qui se passait, mais j'arrivais pas à trouver les mots, donc ça les aidait pas vraiment non plus. Ouais. Et moi, je subissais. Donc voilà, et là, à partir de là, c'était non-stop, quoi. J'avais des symptômes constamment, et je me suis dégradé assez vite à tel point que j'avais difficulté à marcher, quoi. Ok. Et tout était compliqué. Ça veut dire que le moindre geste, c'était compliqué. Aller aux toilettes, c'était compliqué. Je me sentais comme sur un bateau. Me laver, c'était compliqué. Tout devenait assez compliqué. Et là, Donc, comment tu t'organises quand tout ça te tombe dessus, là, quand tu arrives en arrêt? Parce que tu étais tout seul ici, tu arrives à t'en sortir? J'étais en famille. Ok. Voilà, je vivais en colocation avec la mère de mes enfants. Et avec les enfants, à cette période-là, ils étaient encore à l'école. Ouais. Mais j'arrivais à faire les choses. Mais je les faisais comme je pouvais le faire. Ok. Voilà, mais je m'étais organisé un peu une routine, ça veut dire que j'allais marcher tous les jours, je me forçais à aller marcher tous les jours, pareil, l'idée Ouais. que ça allait passer par Ça allait passer par l'effort. l'effort, quoi. Mhm. Donc j'allais marcher tous les jours, il y a des jours où j'arrivais à faire 100 mètres, Ouais. il y a des jours où j'arrivais à faire 1 kilomètre, Ouais. et souvent j'étais obligé d'utiliser des bâtons. Ok. Donc là c'était un peu raide pour moi, vu que j'étais assez sportif et que j'avais un travail avant où je devais marcher beaucoup, où j'entretenais en fait les sentiers de randonnée, les GR10. Oui, donc là, les tu es Pays Basques. vraiment été bien diminué avec les symptômes. Ah, j'étais vraiment bien diminué là, ça me foutait un coup. À chaque fois que j'allais marcher, je voyais que mes incapacités, ça me renvoyait à mes incapacités. Ok. Donc c'était très dur, mais je me forçais à y aller. Ok. Donc il y avait ça, et puis je me suis mis au yoga Ouais. et à la méditation et à la cohérence cardiaque. Ok. Voilà, donc je m'instaurais ça tous les jours. Ça t'a aidé à tenir jusqu'à arriver aux internistes. Ça m'a aidé à tenir jusqu'à l'intermiste. J'ai découvert ça, je ne suis pas du tout dans le yoga ni dans. Oui, c'était quelque chose qui t'était Ah, totalement c'est étranger. totalement étranger pour moi. Je me suis forcé à le faire et puis ça a été une grande aide, vraiment. Ok. Voilà. Du Vraiment. coup, Je ne deviendrai pas bouddhiste, mais, mais ça a été d'une grande aide. Vraiment. Ok. Voilà. L'idée, c'est quand même un petit peu en contradiction avec l'effort va m'en sortir, alors que là, c'est le retour au calme qui t'aide. Oui, c'était ça, c'était tout nouveau pour moi et puis j'y croyais pas vraiment, quoi. Je me disais en Ok. quoi ça va m'apporter de rester tranquille et de me concentrer sur moi-même. Mais en fait, c'était d'une grande aide, quoi. Ok. Bon, mais déjà, c'est un bel outil. Oui. Du coup, tu arrives aux internistes avec ces nouveaux symptômes, Ouais, avec, cette nouvelle routine qui t'a permis d'y arriver. ouais, avec plein de symptômes et puis avec cet espoir qu'on trouve quelque chose pour me calmer. Pas ce Oui. que j'ai forcément, mais au moins quelque chose qui me soulage, quoi. Ok. Voilà, j'étais à un point où il fallait vraiment me soulager. Du fait de plus voir aussi, mes journées elles étaient compliquées. Ça veut dire que j'avais plus accès à la télé, plus lire, Oui. je pouvais plus faire grand chose, quoi. Donc mes journées étaient très longues. J'ai arrivé à me concentrer jusqu'à ce que mes enfants arrivent. Et après, j'essayais de faire un petit effort pour prendre le goûter avec eux. Et puis après, j'allais m'isoler. Donc voilà. Donc j'arrive avec tout ça, avec cet espoir-là qu'on trouve une solution au moins pour me calmer. Donc là-bas, pareil, ils me font énormément d'examens, beaucoup de scanners, beaucoup d'IRM, des prises de sang assez spécifiques. Et au bout de 3 jours, je sens qu'ils étaient un peu dans le vague et qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Donc même des spécialistes n'avaient Ouais. pas de réponse à Non, t'apporter. pour l'instant, non. Donc Ils te voilà. proposent quelque chose quand même, ils te proposent une... Et bien au bout du 4e jour, ils viennent avec tous les résultats et Ouais. ils me disent que pour eux, il n'y a rien de grave sur le plan clinique. Ok. Voilà. Mais que il se passe un truc et Ouais. que pour eux, c'est un trouble neurologique fonctionnel. Ok. Voilà. Donc Et le trouble neurologique fonctionnel, c'est quand il y a quelque chose qui n'est pas expliqué par une imagerie ou quelque chose comme ça. Oui, voilà. C'est que le système C'est- fonctionne mal alors qu'il n'y a rien qui le montre. Exactement. C'est qu'il n'y a pas une atteinte au niveau du corps, mais que ton corps il fonctionne différemment. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ok. Donc voilà, c'est une vraie maladie. Ouais. Mais je me retrouvais pas du tout dans ces critères de cette maladie-là.
Ok. Donc oui, certes, j'avais un trouble neurologique fonctionnel et j'avais pas d'explication. En fait, on me disait en gros, ce que j'avais, dans ce que je subissais, quoi. Mais pas ce que j'avais, quoi. Ils voyaient que ça dysfonctionnait, mais ils Voilà. n'avaient pas d'explication. Exactement, ouais. Et ils te donnent une piste, Alors, ils me quelque disent chose. que c'est dû aussi à l'anxiété en général. Et tu pensais être quelqu'un d'anxieux avant cet épisode? Je pensais d'être quelqu'un d'anxieux, oui, dans le sens où je suis hyperactif. Donc, quand je suis hyperactif, je pense qu'il y avait quelque chose en dessous. Ok. Je suis pas hyperactif pour rien, je pense. Mais ça me gêne pas dans mon quotidien, en tout cas. Ok. Voilà, je me sens pas plus anxieux que les autres. Et puis, je me sentais pas anxieux. Cette maladie n'était pas due à l'anxiété pour moi. J'en étais persuadé. Voilà. Ok, pour toi c'était plutôt une conséquence plutôt qu'une cause. Ouais, j'étais persuadé que c'était pas ça. Ok. Et forcément, j'étais plus anxieux quand ils me voyaient parce que ça faisait un petit moment que je subissais par la situation. J'imagine, ça faisait déjà 3 mois que tu étais dans le flou. Et encore, je trouvais personnellement, alors peut-être que c'est moi, hein, mais je me trouvais que j'arrivais quand même à faire face, quoi. Ok. Donc voilà, je trouvais un peu raide quand on me dise ça. Okay. Je trouvais un peu injuste aussi. Et puis je trouvais aussi que c'était une interprétation des médecins. Oui. C'était pas basé sur un test médical ou autre. Il n'y avait rien de concret. Il n'y avait rien de concret. On m'aurait fait un test, on me l'aurait démontré, j'aurais dit ok, voilà, ça me dérangeait pas du tout. Mais là, j'avais l'impression que c'était basé un peu sur les interprétations par rapport aux éléments qu'ils avaient. C'était un peu le fourre-tout, quoi. Ok. Voilà. Donc on me dit ça. Ouais. C'était très dur pour moi parce que du coup, je me retrouvais pas avec une solution, quoi. J'avais pas de soulagement direct. En tout cas, ok, ni de médicaments. Le TNF, il n'y a rien qui. Non, il n'y a rien qui. Il n'y a rien à faire non plus. Non, il n'y a rien à faire non plus. Ok. À part de la rééducation. Ok, rééducation voilà. Quoi? Physique. Physique. Ok. Et de la médecine alternative. Et de la médecine alternative. Voilà. Pour que les médecins t'envoient vers de la médecine alternative, forcément pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans le yoga, etc., ça a dû te faire bizarre. Oui, après je suis pas contre la médecine alternative, mais là c'était pas du tout dans mes attentes et je trouvais que c'était comment expliquer ça ? Je trouvais que c'était c'était un peu décorrélé de ta réalité là. Oui, voilà. Toi tu vivais quelque chose de très concret et tu voulais c'est ça. que le médecin te donne une explication. Ouais, exactement. Bon. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après ? Et bien après, j'avais un rendez-vous chez la neurologue. En fait, eux, ils m'ont dit d'aller voir une neurologue pour confirmer ce diagnostic de trouble neurologique fonctionnel. Okay. Et que ce serait un neurologue qui prendrait un peu les choses en main et qui me guiderait par rapport à son diagnostic. Ils ont mis un nom sur ce qu'ils pensaient que tu avais. Exactement. Et ils t'ont donné la porte de sortie. Voilà. Ça se passe vite, la suite ? La suite, non, c'est un mois et demi après, j'ai réussi à avoir un rendez-vous chez un neurologue. Donc il y a un mois et demi avec les mêmes symptômes et pas d'explicatif. Pas d'explicatif. Donc là, je dois rester un mois et demi comme j'étais. Et là, il faut serrer les dents. Ok. Il faut vraiment serrer les dents, attendre, être patient. Et en plus, je commence à avoir encore des nouveaux symptômes qui arrivaient. J'avais des fourmillements un peu partout. J'avais l'impression des fois que mon cerveau allait exploser. Voilà, ça s'enchaînait. Du coup, là, par contre, j'étais tous les semaines chez mon médecin traitant pour faire le point avec elle. Et puis parce que j'avais que elle. Ok. Il n'y avait que elle. Donc, mais elle a continué à te suivre elle ne m'a pas lâché. Elle m'a surtout donné un soutien parce qu'elle était dépassée aussi par la situation. Ouais. Elle me donnait un soutien qui était énorme pour moi parce que je me sentais abandonné, quoi. Donc, et avoir une personne du milieu médical exactement. Qui va te donner une solution, mais qui t'écoute et qui te dit c'est pas dans ta tête et que tu as bien quelque chose qui se dit. Oui, puis il y a ça qui est présente et voilà, c'est vachement rassurant. Ouais. C'est vachement rassurant. Donc je la remercierai jamais assez pour ce qu'elle a fait. Donc voilà, donc tous les semaines j'allais chez elle. On enchaînait aussi d'autres rendez-vous médicaux quand même, on cherchait quand même à côté. Et puis j'ai commencé à faire de la médecine alternative. J'ai fait de l'hypnose, au départ. Voilà, ça m'a pas vraiment aidé, mais j'étais vraiment
dans un état qui était vraiment très compliqué, je pense, pour subir toute la médecine alternative, quoi. J'arrivais, je me faisais conduire pour y aller déjà. J'avais la vue floue, j'avais la sensation de tanguer en permanence, donc c'était vraiment très dur de se concentrer ou de faire quoi que ce soit, quoi. C'était une épreuve pour y aller, quoi. Oui, tu n'étais déjà pas en bonne condition Ouais. pour aller les voir. Donc ça, c'était très compliqué. J'ai fait la cupuncture aussi. Ouais. Là, c'était pareil. C'est mon père qui m'a mené parce que j'étais plus capable de conduire. Et pareil, c'était dans une grande ville. Donc pour moi, tout était perturbant, quoi. Oui, beaucoup de simulations. Beaucoup de simulations avec ma vision et mes symptômes. C'était très, très, très compliqué, quoi. Ok. Donc voilà, je subissais plus que ça m'apportait. Donc voilà, on a commencé à faire ça. J'ai fait aussi d'autres examens de sang et j'ai continué à être suivi par le dentiste pour mes problèmes de dents parce que je commençais à avoir aussi les dents, pas mal de caries, des trucs un peu incohérents aussi au niveau des dents. Donc tout était un peu incohérent. Donc voilà. Plein de symptômes qui Plein de apparaissaient symptômes. et rien qui était corrélé. Exactement. Du coup, je continuais à avoir mon rythme de vie. Hein. Je faisais toujours la marche tous les jours. Je faisais du yoga tous les jours, de la méditation et de la cohérence cardiaque. Ça m'aidait à Donc tenir. même quand tu étais au plus mal, tu avais quand même cette logique de il faut que je garde ce rythme, il faut que je continue à faire des efforts, c'est ce qui me maintient. Pour moi, c'est important de ne pas me laisser aller. Ouais. Okay. C'était ma façon à moi de ne pas me laisser aller. Ok. Voilà. Et ça t'a permis aussi de garder le moral sur cette mauvaise période. Pas forcément. D'avoir le rythme. Pas forcément. Ben, le moral, non, parce que quand j'allais marcher et que des fois on n'est pas capable de faire 10 mètres et on est obligé de rentrer à la maison, oui, ça aide pas forcément. C'est très compliqué. Par contre, la méditation et les cohérences cardiaques, oui, m'aidaient vraiment. Ok. Voilà. Et après, ce qui m'aidait, c'était mes enfants, de voir mes enfants. Ouais. Même si j'arrivais vraiment pas à en profiter. Alors, c'était paradoxal parce que c'était très frustrant, justement, parce que je n'arrivais plus à m'en occuper. Donc, j'avais l'impression de ne plus faire mon rôle de père. Ouais. Donc, ça, pour moi, c'était très compliqué à le vivre. Mais je m'accrochais aux petits moments de bonheur que j'arrivais un peu à passer avec elles. Ouais. Et puis de les voir, juste de les voir évoluer autour de moi, c'était énorme pour moi, quoi. Ok. Voilà, donc tous ces petits moments prennent une ampleur particulière, évidemment, quoi. Ok. Donc voilà. On en revient à ton parcours. Là, tu es dans l'attente du rendez-vous neurologique. Du rendez-vous neurologique. Le TNF. Exactement. Pendant cette période, je passe une mauvaise passe aussi parce que pendant un moment, je vais dans la piscine, me baigner 5 minutes avec mes enfants. Je ressors de la piscine et j'ai le doigt tout blanc. Ok. Voilà, c'était la première fois que ça m'arrivait. Ouais, donc nouveaux symptômes. Nouveaux symptômes, donc je priais mon médecin traitant qui m'avait dit que s'il y avait un nouveau symptôme, je devais la prévenir. Et là, elle me dit ça commence à faire beaucoup Pancho, on va quand même aller aux urgences. Vérifier s'il n'y a pas quelque chose quand même. Ok, donc là voilà. Tu retournes à l'hôpital, tu retournes aux urgences. Donc là je vais aux urgences. Ouais. Et là ils regardent mon dossier, je suis passé par la médecine interne. Pour eux, quand on passe par la médecine interne, c'est que déjà qu'on a fait beaucoup de choses. Donc ils me font juste une prise de sang et ils me disent malheureusement ça va être compliqué pour vous monsieur, on n'a pas de solution. Et je rencontre une neurologue là-bas qui me dit vous savez avec tous vos symptômes, quand il y a beaucoup de symptômes comme ça risque d'être très compliqué. Elle s'était pas trompée. Ok. Et puis surtout, je pense que comme on m'avait diagnostiqué un trouble neurologique fonctionnel dû à de l'anxiété, j'avais un peu l'étiquette anxieux. Oui, donc on avait un peu tamponné dans l'étiquette anxieux qui ne m'a pas servi par la suite. Ouais, ça t'a pas aidé à être pris au sérieux sur le reste des symptômes. Voilà. Donc voilà, je suis rentré chez moi sans solution. Ouais. Et puis voilà, j'ai attendu jusqu'au rendez-vous du neurologue. Donc là, j'étais passé dans une phase où ça devenait vraiment insupportable, quoi. Voilà. Ok. J'étais d'une phase handicapante à insupportable. Ok. Donc ce neurologue, qu'est-ce qu'il te dit de Donc j'arrive à voir la neurologue, elle regarde mon dossier, elle me dit que pour elle, elle ne voit rien de significatif. Ouais. Voilà, qu'il faudrait quand même faire un examen électromyogramme. Ok. Pour éliminer certaines maladies, mais qu'elle n'y croyait vraiment pas du tout. Que pour elle, c'était vraiment un problème neurologique fonctionnel, mais qu'il n'y avait pas vraiment de solution.
qu'on allait en parler plus tard, mais qu'il fallait attendre vraiment ce premier examen. Premier examen qui est refait en suivant, bien entendu. Bien sûr que non. Ouais. Donc voilà. Donc Donc- cet examen, il est refait, je crois, 1 mois et demi aussi après. 1 mois et demi après. Voilà. Donc ça, c'était le délai. Ouais. Donc je suis ressorti de là, j'avais un peu tapé la dernière porte en fait, c'était la neurologue. Ouais. Jusqu'ici, j'avais fait tous les spécialistes qu'on m'avait adressés. Donc j'étais un peu dans mon labyrinthe avec tous mes symptômes sur mon dos et là je frappe à la dernière porte et puis on me dit il faut revenir dans 1 mois et demi quoi. Donc Je l'ai ressenti un peu comme ça. Patienter. Voilà, patienter. Ok. Donc je suis rentré chez moi et là j'ai résisté pendant quelques jours. Ouais. Mais là les symptômes n'étaient plus insupportables, maintenant ça devenait de la torture. Ok. Voilà, je le prenais vraiment comme de la torture. Je me faisais torturer constamment par mes symptômes. Ça faisait 109 jours je crois que j'étais malade depuis que Oui, jusqu'au jour où je suis venu, Ouais, j'ai ça vu fait- la neurologue. Là, on a déjà presque 4 mois, ouais, 3-4 mois. Voilà, donc ça faisait 4 mois où c'était mes symptômes étaient non-stop quoi. J'avais pas de moment de répit, Ok. mais vraiment pas. Je me faisais réveiller par mes symptômes et je m'endormais avec mes symptômes. Et la des fois je journée. me faisais réveiller par mes symptômes la nuit aussi. Vraiment. Donc, Aucun répit. Aucun répit, vraiment affreux et puis vraiment des sensations qui me dépassaient et qui étaient vraiment insupportables quoi. Donc là, l'attente du dernier examen. C'était très compliqué, donc là j'ai essayé de me remobiliser en me donnant encore le même rythme de vie, c'est-à-dire aller remarcher tous les jours, faire du yoga et tout ça. Sauf que il y a un jour, je crois que c'était 4 jours ou 5 jours après, je me lève, j'ai vraiment la nausée, parce que j'avais l'habitude, mais la nausée plus, à essayer de me faire vomir, encore une fois. Et là, pareil, je me remets allongé dans la salle de bain parce que j'arrive pas à tenir debout. Je me relève, j'appelle mon père. J'étais tout seul à la maison, j'appelle mon père. Et mon père vient me voir, il me dit qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je lui dis bah, pour l'instant on va rien faire. Ça sert à rien que j'aille aux urgences, j'ai déjà été, voilà, il n'y a rien à faire, il faut attendre. Donc il reste un petit moment avec moi quand même. Et puis j'arrive à trouver la force d'aller me coucher. Mon père s'en va. Et je sais pas, 1 heure après, je me lève en mode survie, en me disant si je reste là, je vais crever. Je sais pas pourquoi, c'est venu comme ça. Donc je me suis levé, j'étais prendre l'air dehors, j'étais un peu hagard. Et après, je me suis dit pas de grand chose. Je sais que j'ai été chez mes parents qui habitent dans la même maison que moi, juste à côté, on a une maison mitoyenne. Et je me rappelle d'être appuyé contre les murs et d'être parti chez mes parents. J'ai ouvert la porte de chez mes parents et je me suis écroulé par terre. Et là, là, je bougeais plus. Si, je me souviens de tout. Une fois que j'étais chez mes parents, je me souviens de tout. Ouais. Je me souviens que j'avais les yeux ouverts mais par contre, je pouvais plus bouger. Ok. Voilà, j'étais Vraiment arrivé à bout, quoi. Ouais, arrivé à bout, je pleurais. Et je pense que j'étais vraiment arrivé à bout physiquement et mentalement de ce que je pouvais faire, quoi. Ok. Donc voilà. Donc on a appelé les pompiers sont venus me chercher, ils m'ont porté dans une chaise, donc ça c'était très dur pour moi pour m'emmener jusqu'à l'ambulance. D'avoir cette image-là Le côté a été psychologique. très dur de me voir dépérir un peu comme ça et puis de voir la différence du sportif que j'étais et plus être capable de pouvoir marcher. Donc voilà. Donc là, je vais aux urgences, pareil, ils me font plein d'examens et pareil, ils sont un peu embêtés, ils savent pas et la seule solution, c'est que je rentre chez moi. Voilà. Donc là, tu es en train de faire un malaise dans ta salle de bain, tu dois ramper jusqu'à chez tes parents, tu vas aux urgences pour qu'ils te disent non monsieur, on n'a plus rien. Ben non, On peut rien malheureusement, ils ne pouvaient rien faire, il n'y a pas de place, ils ne savent pas quoi faire, il faut attendre la neurologue, voilà. Ok. Donc là, j'arrive à reprendre un peu mes esprits. Ils m'ont fait une prise de sang quand même aussi pour voir. C'est la seule chose qu'ils pouvaient faire. Et puis ils m'ont fait rentrer à la maison. Je voyais qu'ils étaient embêtés, mais qu'ils n'avaient pas d'autre solution, quoi. Ok. Donc voilà. Donc je rentre à la maison. Mon père vient me chercher une fois de plus. Je rentre à la maison, j'essaie de me remobiliser et quelques jours après, de rebelote, de nouvelle crise.
Je pense vraiment que mon corps, en enchaînant les crises comme ça, devenait de plus en plus faible avec tout ce que j'avais déjà subi avant et que j'étais moins résistant. Et une fois de plus, je vais aux urgences, mais cette fois, je décide d'aller aux urgences dans une autre clinique. Ouais. Parce que mon médecin avait fait une demande pour que je sois hospitalisé d'urgence dans une médecine polyvalente pour essayer de me stabiliser, parce qu'elle était vraiment très inquiète sur mon sujet. Ouais. Donc voilà, donc je pars dans cette clinique. Je vais aux urgences là-bas et ça se passe un peu mal pour la première fois parce que on me refait un même examen, les examens neurologiques que j'avais fait déjà depuis des dizaines de fois, toucher votre nez, voilà, prise de sang, très 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 classique, et on me dit rentrez chez vous. Et là pour la première fois je dis non. Je dis non, je rentrerai pas chez moi, soit je rentre chez moi, je crève. Soit vous faites quelque chose. Pour la première fois, je me rebelle un peu, gentiment. Hein. Et là, je vois que le médecin en face de moi est un peu hagard et ne sait pas trop comment réagir. Et sa réaction, ça a été un peu violente en me disant bon, c'est pas vous qui décidez, vous rentrez à la maison. Ok. Donc voilà. Donc je fais un peu le rebelle, je reste un peu dans le couloir en me disant non, je reste là. Et puis au bout de, je sais plus, 6 heures ou 7 heures, je me dis bon, mais je rentre chez moi. Donc 6 heures ou 7 heures à attendre dans les urgences que quelqu'un s'occupe de toi et en fait... Ouais, je rentre, au final je rentre à la maison. Voilà. Waouh. C'est impressionnant. Donc je rentre à la maison et puis quelques jours après, je reçois l'appel de la clinique pour être hospitalisé en service polyvalente. Ok. Voilà. Donc j'arrive là-bas. Et là, je tombe sur des médecins, une équipe ultra bienveillante qui comprend la situation. C'était vraiment, je le ressentais. Ouais. Donc c'était génial pour moi. Ça me faisait un soulagement déjà de savoir que j'avais des gens qui m'entouraient, qui étaient intéressés et qui cherchaient à comprendre. Qui cherchaient à comprendre, ouais. Qui cherchaient à comprendre ce que j'arrivais, qui étaient compréhensifs. Mais le médecin m'a dit directement, vu mon dossier, on ne fera pas d'examen supplémentaire. On avait fait un peu la panel de ce qu'elle pouvait faire. Là, l'idée, c'était de me stabiliser dans ma situation. Ok, donc là, il te propose peut-être un traitement. Alors, il me propose un traitement que j'avais déjà, qu'on n'a pas parlé. En fait, pendant mon parcours, au bout, après les intermistes, en faisant le lien avec mon médecin traitant, ça faisait un moment qu'elle me conseillait de me mettre sous antidépresseur. Ok. Voilà, et calmant. Alors, c'est quelque chose que j'avais refusé, je faisais de la résistance. Ouais. Parce que pour moi, j'avais des a priori déjà d'une sur les traitements en elles-mêmes. Pour moi, c'était de la psychiatrie. Ouais. Voilà, donc j'avais des a priori là-dessus et je voulais pas surtout valider le fait que ça soit anxieux comme ça. Pour moi, ça faisait valider en plus le fait que c'était anxieux et qu'ils avaient raison en fait. Ok. Donc voilà. Et donc là, je faisais de la résistance avec ça. Et à la fin, mon médecin traitant, une fois de plus, j'arrive d'urgence parce que je raconterai pas tout, mais j'ai fait plusieurs séjours chez mon médecin aussi d'urgence, voilà. Et une fois en arrivant chez mon médecin d'urgence, je m'écroule sur le parking, elle me récupère. Là, elle m'a dit bon, Pancho, je vais plus te laisser le choix là. Il faut vraiment que. Il faut que tu prennes quelque chose. Que tu prennes un traitement, quoi. Donc là, elle m'a mis sous antidépresseur et calmant. Donc c'était quelques semaines avant que j'arrive à l'hôpital. Donc voilà. Okay. Donc là, elle me augmente ce traitement. Ouais. Et puis surtout, c'était l'idée de m'éloigner un peu de tout ce qui pouvait me stimuler à tort à la maison, quoi. Et t'éloigner de ta routine et m'éloigner de ma routine sport. Bon, ça, elle ne savait pas trop, je pense. Mais vraiment, l'idée, c'était vraiment de m'éloigner de tout ce qui pouvait me stimuler, quoi. Parce que, mine de rien, j'essayais, malgré l'état où j'étais, j'essayais de me faire un peu à manger, j'essayais de me lever, j'essayais d'aller un peu dehors, j'essayais de parler à mes enfants, et tout ça, ça me mettait en vrac encore plus, quoi. Ouais, mais c'est juste vivre, ça. Ça, c'était juste vivre, mais le simple, c'est essayer de vivre, voilà, de me laver, tout ça, ça me mettait en vrac.
Donc le fait d'être pris dans un service m'aidait beaucoup, Ouais. même si j'avais pas de solution. Mais par contre physiquement j'avais assez ramassé quand même parce que j'avais multiplié des mois d'errance médicale et puis tous ces symptômes m'avaient usé. J'avais perdu 6 kilos. Donc voilà, on me requinquait un peu. Donc là, tu restes combien de temps? Là, je reste 2 semaines dans un service formidable avec des petits soins avec moi. Je reste 2 semaines. Au bout d'une semaine, grâce à un ami, on me donne une piste pour aller voir un responsable de centre de rééducation qui est en plus spécialiste dans la neurologie. Ok. Je le rencontre au bout d'une semaine. Et puis une semaine après, je suis dans ce fameux centre. Donc quand on me dit que je vais aller dans ce centre, quand je rencontre ce monsieur, Ouais. il me dit que c'est un trouble neurologique fonctionnel, mais il n'utilise pas ce mot-là. Ouais. Donc voilà, il était un peu malin. Super à l'écoute et super bienveillant. Et voilà, donc il me propose de faire de la rééducation intensive pour entraîner mon cerveau, pour faire comprendre à mon cerveau qu'il était plus malade en fait. Ok. Donc c'était ça un peu l'idée. Là, on te propose de faire de la rééducation en intensif. Ouais. Donc Ok, voilà. Dans ce centre. Dans ce centre. Donc on me demande si je suis prêt. Oui, forcément j'étais prêt. Donc. T'étais arrivé au bout du bout de ce que j'étais tu arrivé au pouvais bout, faire, donc et puis, n'importe quoi qu'on puis te voilà. propose. Exactement, ouais. C'était ça. C'était quelqu'un qui te Puis proposait j'étais une prêt solution. j'avais dépassé déjà mes limites depuis longtemps, donc j'étais prêt à les dépasser, quoi. Mais Ouais. vraiment. Donc voilà, je me disais même si c'était pas eux qui étaient pas prêts, quoi. Ok. Voilà. C'est pas par orgueil ou comme ça, c'est vraiment parce que j'en avais vraiment marre, donc t'es prêt à tout. Ouais. Oui, oui. Donc voilà. Quand je sais ça, dans la semaine où je reste à l'hôpital, je reprends la marche. Ouais. Je me remotive. Je me dis, bon, mais allez, il faut y aller, on va taper dedans. Donc je prends mes petits bâtons, je demande l'autorisation de faire le tour de l'hôpital. Donc je fais le tour de l'hôpital. Je m'entraîne discrètement le soir parce que l'hôpital était vide, c'est un petit hôpital. Donc je m'entraîne le soir à tourner sur moi-même, à me lever, à me remuscler, voilà, tous les soirs, jusqu'à y aller. Jusqu'à rentrer au centre. Jusqu'à rentrer au centre, ouais. Donc je me conditionnais déjà. Ok. Et Voilà. donc là, tu rentres au centre. Tu peux nous raconter un peu ton quotidien là-bas? Ouais, je rentre au centre, et donc c'est un centre qui est à 2 minutes de chez moi. Déjà, c'est pas mal. Voilà. Qui est à 2 minutes de chez moi, mais j'étais en pension complète. Ok. Oui, Je dormais donc, là-bas et tout ça. donc la distance avec ton domicile n'a Voilà. pas d'importance. N'a pas d'importance, oui et non, parce que psychologiquement, je suis quand même qu'à 2 minutes de la maison. Ah, sur le côté psychologique, ça t'a aidé? Ouais. C'est bien ça. Donc c'était... Non, ça m'a pas aidé justement. Ah, merci. C'était un peu compliqué de savoir que j'étais à 2 minutes de la maison. C'était un peu frustrant en fait de savoir que Ouais. ma vie était à 2 minutes, mais que moi j'étais coincé au centre. Ok. Voilà, c'était plus ça, cette D'accord. vision-là. Donc au centre, c'est rééducation intensif, donc c'est kiné le matin, et après APA, donc activité sportive adaptée, Ouais. donc la musculation, et après de nouveau kiné. Voilà. De nouveau kiné. Ouais, de l'après-midi. Voilà. Donc kiné, sport, kiné. Exactement. Voilà. Le yoga et la méditation disparu dans le... Ben, j'en faisais le soir, ouais. Aussi. Ouais. Ça, et puis j'en fais toujours. Un joli rythme d'écho. Un ça t'a changement de aidé? rythme. Mais ça c'est discutable, mais j'avais un rythme quand même qui était assez intensif. L'idée c'était de me foutre en vrac et de faire comprendre que mon cerveau... Faire comprendre à ton cerveau que c'est bon, c'est fini. Que c'est bon, c'est fini. Donc on me faisait tourner sur moi-même, on me faisait toucher des plots, on faisait des multitâches. Donc c'était très dur. Les premiers jours, je rentrais dans ma chambre et j'avais tout qui tournait. Et une fois de plus, j'étais face au fait que je peux appeler personne, qu'il n'y a pas de solution. Ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais quand j'étais à l'hôpital, et toutes mes hospitalisations, en fait, je ne pouvais pas appeler les médecins le soir. Il n'y avait aucune solution pour moi. Donc j'étais là à l'hôpital, mais il n'y avait pas de solution pour moi. Oui. Et donc quand ça tournait, quand j'avais envie de vomir, il n'y avait rien à faire. Oui, donc tu n'étais pas forcément mieux à l'hôpital qu'ailleurs. Ça m'a servi parce que, comme je te dis, j'étais
T'étais bien entouré. J'étais bien entouré et puis tout ce qui me sollicitait d'habitude, en étant à l'hôpital, me protégeait un peu. Ouais. Et là, c'était un peu la même idée au centre de rééducation. T'étais dans une C'est que bulle. je me concentrais et que toutes les stimulations un peu du quotidien, je ne l'avais pas à gérer, quoi. Donc ça m'aidait beaucoup. Donc là, je remontais un peu la pente au niveau du moral parce que pour une fois, je devenais actif. Ouais. Je subissais pas. Je devenais, enfin, je faisais quelque chose pour ma Oui, santé, tu avais quoi. fait le choix d'aller là-bas et tu faisais quelque chose Voilà, pour toi. c'était la seule chose. Ouais. Pour une fois, je devenais actif, quoi. Je subissais pas. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. C'était hyper intensif. Donc c'était vraiment très très dur. Ouais. Et puis ça me fatiguait énormément. Donc voilà. Et puis en plus, sans parler de ça, j'arrivais dans un nouveau monde qui était le centre de rééducation. Oui, parce que centre de rééducation, on parle des soins, mais c'est pas que ça. Non, alors le centre de rééducation, pour moi, qui est à 2 minutes de chez moi, je suis passé devant des milliards de fois, Ouais. sans savoir ce qui se passait derrière ces murs. J'ai même rendu des visites à ce centre de rééducation, à une personne qui a fait un AVC, qui a fini handicapé du coup. Mais j'avais pas pris l'ampleur de ce que c'était vraiment ce centre de rééducation. Ok, pour moi, c'était du kiné, quoi. Ouais. Voilà. Et en fait, tu es rentré dans un nouveau monde, là. Je suis rentré dans un monde que je connaissais pas, non. Ouais. Et Ouais. tu l'as ressenti comment, Pour moi, c'était le handicap et tout ça était assez loin de moi, les maladies c'était assez loin de moi. Et quand je suis arrivé au centre de rééducation, ce qui changeait par rapport à l'hôpital, c'est que c'est un lieu de vie en fait. De vie abîmée, mais c'est un lieu de vie. Ouais. À l'hôpital, on est un peu dans ses chambres et tout ça. Là, la rééducation elle se passe en commun. Et on a une vie en commun un peu. On a les mêmes objectifs, c'est aller mieux et de faire face à ses incapacités physiques, quoi. Donc je me suis retrouvé avec des gens formidables qui ont eu des histoires de vie assez compliquées pour en arriver là. Ouais. Et des accidents terribles, avec des changements de vie terribles, plein d'histoires et puis plein de handicaps différents. Et voilà. Pour moi, c'était une découverte, quoi. Et pour toi qui étais un grand sportif et du coup qui aimait cultiver cette culture de l'effort pour son dépassement. Ouais, mais là je le retrouvais en fait dans les gens qui m'entouraient. Donc, ouais, c'était assez impressionnant pour moi, c'est que en salle de kiné, moi qui est assez admiratif des expéditions ou du dépassement de soi, ou des gens comme Kylian Jornet ou Benoît Saint-Denis ou encore Mike Horn. Mais j'avais l'impression de les retrouver dans la même personne à côté de moi, quoi. Dans les mêmes qualités et dans les mêmes trucs que j'admirais, quoi. Mais vraiment, alors que c'était moins spectaculaire, mais la personne qui essaye juste de rapprendre à s'asseoir, il faut énormément de volonté, il faut du mental. Et puis il faut passer des heures et des heures, donc il faut avoir quand même c'est quand même quelque chose que tu as retrouvé dans le handicap que tu ne connaissais pas. Non, je ne connaissais pas du tout. Pour moi, les handicapés, je me disais un peu, les pauvres. Non mais vraiment, hein, quand je voyais tu vois, les pauvres, maintenant je les vois autrement. Je dis, les mecs, ils sont costauds, quoi. C'est ça. On voit la partie... ouais, donc voilà, maintenant quand je vois une personne en situation de handicap, le mec il est costaud, quoi. Voilà. Et je vois par où il est passé, quoi. Ça permet de changer de vision sur le handicap. Sur beaucoup de choses, donc voilà, c'est un changement de vie radical, avec tout ce que ça implique, tous les détails que ça implique, des détails qui sont pas... qui sont un peu gore de temps en temps, qui sont un peu crus surtout, se faire pipi dessus. Oui, parce que les codes sociaux changent un petit peu quand on arrive dans ce genre de centre. Ouais, voilà. Alors ça, les codes sociaux changent énormément, et puis les relations aux autres changent énormément. C'est la maladie ou le handicap, en tout cas moi comme je l'ai vécu, efface un peu les codes sociaux classiques, c'est-à-dire l'apparence et tous les petites choses un peu inutiles de la vie, quoi. Donc là on se concentre, ça fait vraiment apparaître les choses importantes et puis là on triche pas face aux autres, quoi. Et tout le monde a le même objectif. Tout le monde a le même objectif et là ça triche pas. Il n'y a pas besoin de se cacher, quoi. Non, ça se cache pas, non. C'est vraiment la vérité qui sort. Face à la maladie, tu es vraiment, tu es que toi, quoi.
Tu es toi en entièreté, quoi. Ok. Tu triches pas. Donc une belle découverte, l'arrivée Mais une belle rencontre en tout cas, des belles rencontres, des moments émouvants, et puis tout est une ampleur plus. Moi je l'ai vécu comme ça. Du coup, les discussions et les rencontres sont d'une authenticité beaucoup plus forte, quoi. Ok. Voilà. Donc j'ai fait énormément de rencontres que j'ai toujours, et j'ai découvert un monde vraiment qui me marquera toute ma vie. Ouais. Donc ça t'a apporté beaucoup de choses sur un plan personnel. Ouais, sur un plan personnel, ça m'a apporté énormément. Et sur le plan médical, du coup. Sur le plan médical, ça avançait pas trop pour moi, en tout cas. C'était encore fait d'incohérences. Par exemple, j'arrivais à marcher sur un tapis de course, ouais. Mais j'arrivais toujours pas à marcher dans le parc. J'étais obligé d'aller avec mes bâtons, quoi. Et ça, il y a des médecins qui ont réussi à te donner une explication quand Non, tu étais pour l'instant, ils disaient que c'est un trouble neurologique fonctionnel, que peut-être ça venait psychologiquement aussi. On commençait à me faire comprendre que peut-être que c'était psychologique. Et puis en plus, le fait que je ne rentrais pas le week-end, ça les inquiétait beaucoup. Et ça leur posait beaucoup de questions. Parce que je rentrais pas le week-end. Parce que quand je rentrais le week-end, je faisais face encore à toutes ces stimulations qui me foutaient en vrac. Et du coup, le fait de pouvoir aller au centre le soir, me remettre un peu dans ma bulle, même si c'était pas confortable, hein, mais au moins j'étais seul et ça m'aidait pour ça, quoi. Donc voilà. Ok. Donc là, ça dure combien de temps? Là, je passe à, je crois, 2 mois, 1 mois et demi. Non, 1 mois et demi, je crois. 1 mois et demi là-bas. 1 là-bas. mois et demi, 2 mois, je ne me rappelle plus. Et oui, 1 mois et demi. Qu'est-ce qui te... Sur 1 mois et demi, il y a une évolution, ils te proposent des nouvelles choses. Il n'y a pas d'évolution, on me propose du RTMS. Du coup, face à ce problématique que ça n'avance pas et que c'est peut-être un problème psychologique. Donc ça a été très compliqué parce que dès la 2e semaine, ils ont voulu que je reparte à la maison et que ça soit une hospitalisation de jour, que j'ai refusé. Donc j'étais un peu en porte-à-faux avec les médecins. Ah, ils te proposaient une hospitalisation de jour, donc ça veut dire que tu dors chez toi le soir, voilà. Tu viens la journée. Donc ça, ils n'arrivaient pas à comprendre que je le refusais. Ouais. Et pour eux, ça a validé le fait que c'était peut-être quelque chose de psychologique, quoi. Donc l'étiquette d'anxieux qui revient. Voilà, l'étiquette d'anxieux qui revient, exactement. Okay. Donc c'était très dur pour moi. Ouais. De me dire que... Mais une fois de plus, il fallait que je rentre chez moi et que j'avais toujours pas de solution, quoi. Oui. Réel. Là-bas, tu étais acteur de ce voilà. de ta santé. S'il fallait que tu reviennes, on retombe dans la routine. Voilà, c'est ça. Donc, au bout d'un moment, on me propose du RTMS. Ouais. Donc, la stimulation magnétique transcrânienne répétitive. Exactement. Donc là, pour moi, c'est tout nouveau. On me propose ça en me disant que ça pourrait m'aider à me débloquer justement dans le trouble neurologique fonctionnel. Ouais. Que c'était une piste à jouer. Du coup, c'est une machine avec une grosse bobine qui envoie des ondes électromagnétiques qui viennent stimuler directement le cerveau. Voilà, qui vient inhiber le cerveau. Ça doit être impressionnant quand même la première fois qu'on t'installe. Ouais, alors la première fois, je rentre dans cette salle, c'est une infirmière qui m'attendait pour faire ce soin. Donc voilà, il y a une petite télé avec un petit cerveau modélisé. Ouais. Et on est sur un siège et on se met une bobine là et puis on envoie la machine. Donc ça fait des petits clac, 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 clac. C'est pas douloureux. C'est pas douloureux au début, c'est un peu, c'est des petits tapotements comme sur le cerveau. Ok. Et j'avais vraiment l'impression d'être dans le film Un nid de coucou, quoi. Voilà, les expériences. Dans notre temps, on envoyait du courant dans le cerveau pour que ça passait, quoi. Ouais. Mais bon, ça c'était juste ma petite impression parce que évidemment il y avait toute une explication derrière. Oui, ils font pas ça au hasard. Ils stimulent vraiment une zone bien précise pour avoir tel résultat. Donc voilà, donc on le fait une première fois. Je sais pas vraiment de différence. 2 jours après, je crois, on refait une deuxième fois. Et là, je sens une petite différence. Ok. Une toute petite, mais je sens que je me sens un peu plus en forme, un peu plus alerte. Ouais. Et que je subis moins mes tangages. Ok.
Voilà, mais vraiment très léger. Et ça Mais- dure quelques heures. Mais déjà quelque chose. Mais déjà, un petit changement. Voilà. Donc ça... Vraiment pas ça- significatif, mais voilà. Du coup, je fais le point avec le médecin qui me dit que pour l'instant, on va arrêter les soins pour lui. Ouais, Voilà. Qu'il n'ira pas plus loin. ok. Et que la suite pour moi, c'est soit je rentre à la maison Ouais, et que je vienne en hospitalisation de jour au centre de rééducation, ou soit je pars en psychiatrie ok. pour rencontrer un spécialiste qui maîtrise RTMS. la RTMS, mais qui est en hôpital psychiatrique. Voilà. Parce Ok. que le RTMS peut être utilisé contre la douleur qui était au centre de rééducation, mais utilisé aussi en psychiatrie et dans les problèmes neurologiques. Et après, j'ai su plus tard que ça pouvait servir pour beaucoup de choses. Ok. Donc voilà. Donc toi, tu arrives au bout de ton traitement dans le centre de rééducation. Et J'arrive au bout, oui ou non, par obligation en fait. Oui, oui, mais ils n'ont plus de solution pour toi. Non. Et ils te redirigent en psychiatrie. Donc là, tu le vis comment, cette redirection en psychiatrie? Alors c'était très compliqué parce qu'avec mon médecin en fait du centre de rééducation, c'était de rentrer chez moi, mais je refusais de rentrer chez moi. Il me Ouais. disait que je voulais pas rester sans solution. Donc sa solution à lui, c'était d'aller en psychiatrie. Et en attendant de faire le transfert, je devais rester au centre. Ouais. Moi, j'avais le choix, soit de rentrer ou de rester au centre. Mais moi, je voulais rester au centre. Et d'attendre d'avoir le transfert. Mais on m'a arrêté tous les soins là-bas. Donc je suis resté 4 jours sans rien faire en attendant mon transfert en psychiatrie. Donc là, psychologiquement, c'était très 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 compliqué de me dire soit je rentre chez moi. Ouais. Ça me faisait très très peur d'aller en psychiatrie. J'avais beaucoup d'appréhension d'aller en psychiatrie. Ok. Donc j'étais partagé par le fait de rentrer chez moi ou de y aller. Je ne voyais pas du tout le côté RTMS. Ce que je voyais, c'était beaucoup. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose de psychologique. Tout le monde me dit que c'est psychologique. Bon, Ouais. je vais aller là-bas. On Au va moins, prouver. On va voir qu'est-ce qui se passe exactement. Au moins, ce sont des spécialistes, ils vont savoir dire si c'est le cas ou pas. Exactement, mais c'était un peu dans le sens, bon, on y va, je vais vous prouver que c'est pas ça, et on n'en parle plus, quoi. Ok. J'allais vraiment pour ça. On est d'accord que là, depuis le début de ton parcours, on te parle de TNF, on t'oriente vers de la psychiatrie. Ouais. On n'a pas du tout parlé de Covid encore. Non. À aucun Ah moment. non, là, j'ai toujours pas d'explication à part le trouble neurologique fonctionnel. Et Ok. qui n'est pas validé non plus. Et pas validé non plus, donc. Pendant Là, ce que j'ai oublié de dire, pendant mon séjour en centre de rééducation, j'ai rencontré pour la deuxième fois la neurologue. Donc le fameux examen qui est en attente. Exactement. Donc l'examen qui est en attente, je fais l'examen, qui montre rien, et là, je finis en pleurs parce que je vois qu'il n'y avait pas d'explication, quoi. Donc ça ne confirme pas le TNF. Ça confirme rien du tout, et puis la neurologue me rassure pas du tout dans le sens où je la sentais dépassée, Ok. avec aucune solution, quoi. Donc je lui demande qu'est-ce qu'il faut que je fasse, elle me dit allez au centre. Donc Ok. voilà. Donc et au centre, on vous dit allez en psychiatrie. Donc Et voilà. on fait ses bagages et on va en psychiatrie. Donc là, tu arrives. Donc j'arrive en psychiatrie avec beaucoup d'appréhension. Ouais. Forcément, c'était vraiment compliqué pour moi de l'accepter, de y aller. Donc, pour les raisons que je venais de dire déjà précédemment, Ouais. mais aussi pour l'image. Je savais que si j'allais en psychiatrie, je l'aurais toute ma vie dans le dossier. Oui. Toute ma vie, je serais tamponné psychiatrie. Monsieur, psychiatrie. Pas anxieux, mais en tout cas, j'ai Ouais. fait un séjour en psychiatrie. Et ça, je sais que ça va me suivre toute ma vie. Quoi que je fasse, dans tous les problèmes médicaux que j'aurai dans le futur, il y aura toujours cette trace-là. Et voilà, c'est ça qui m'embêtait vraiment. Ok. En plus de l'appréhension de la psychiatrie. Voilà. Donc là, tu arrives en psychiatrie et tu rencontres un nouveau médecin. Je rencontre un nouveau médecin, docteur Daudet. Voilà. Le fameux qu'on a déjà Le parlé. fameux qu'on a déjà parlé, qui te suit aussi. Donc Daudet, je vois le premier jour, je rencontre le docteur Daudet qui vient dans ma chambre assez tard le soir, d'une simplicité
déconcertante. Bonjour monsieur, voilà, hyper sympa. En me disant, bon, je pense, vu vos dossiers, j'ai peut-être une piste pour vous. Donc déjà, je regarde avec des grands yeux. C'est la première fois qu'on me parlait comme ça, qu'on me disait, j'ai peut-être une piste pour vous. Voilà. Je pense que ce serait un syndrome du débarquement. Bon. Ok. Donc il m'explique qu'est-ce que c'est le syndrome du débarquement, que ça peut être dû à une infection, et que c'est une sensation de tangage permanent. Voilà. Donc on commence à parler d'une infection par le docteur Daudet. Ouais, par cette piste-là. Donc déjà, je trouvais son approche intéressante et je voyais que le docteur, il cherchait quoi. Il cherchait à comprendre dans sa généralité, quoi. Et pas forcément en s'arrêtant à anxieux. Mais il m'en a pas du tout parlé. En fait, les médicaments, psychiatrie, tout ça, il m'en a pas parlé du tout. Mon traitement, ça l'intéressait pas vraiment beaucoup. Lui, c'était vraiment, je pense que vous avez ça, on va essayer de travailler sur un programme en RTMS par rapport à vos symptômes. Donc déjà, je trouvais ça super. Donc dans sa démarche, il va à l'envers de tous les autres. Et ça t'a plu. Alors il me fait quand même énormément de tests psychologiques et pour éliminer des maladies psychiatriques. Donc je réponds à 800 questions. Je fais des tests sur des tablettes, bref, qui ramènent avec un test de personnalité aussi, qui élimine en fait tous les problèmes psychiatriques qu'il peut y avoir. Et le problème anxieux. Donc ça t'a rassuré? Ça m'a rassuré, bon je t'ai convaincu, hein, mais au moins ça validait en fait. Atteste que... Ouais, ça validait. Ben non, c'était pas ça. Ouais. Ça doit faire du bien au moral. Ça fait du bien au moral, je la réalise pas trop. Hein. Parce que tout se passe assez vite, puis je reste toujours avec mes symptômes, mine de rien quand même. Donc moi, mon objectif c'est vraiment de me soulager, quoi. Donc j'arrive à l'hôpital psychiatrique toujours avec ses symptômes et ses problèmes de vue et c'est toujours assez inconfortable. Donc voilà, donc on fait les premières séances de RTMS et puis au bout d'une semaine, je commence à avoir vraiment un résultat flagrant. J'arrive à voir un petit peu mieux, avoir moins d'instabilité et puis avoir des petits moments de repos dans mes symptômes, ce qui ne m'était pas arrivé depuis des mois. Donc ça veut dire des petits moments, mais très brefs. Hein. Ça peut être un quart d'heure, 10 minutes, en tout cas de moins les sentir, et déjà ça faisait énormément de bien, quoi. Et puis je sentais l'intensité de mes symptômes qui baissait aussi. Donc voilà, ça c'était énorme. Donc une belle découverte. Une belle découverte, et puis ça marchait, quoi. Ça marchait. Donc voilà, donc je suis resté pendant la première semaine, on a vu qu'il y avait une amélioration. Et pendant cette première semaine, j'avais un rendez-vous avec un pneumologue par rapport au verre dépoli qui m'avait trouvé, je ne sais pas si on en a parlé, dans ma première hospitalisation avec les intermistes. En faisant un examen en fait, des poumons, ils ont découvert que j'avais des verres dépolis sur les poumons. En gros, c'est... Attends, je l'ai. Tu l'as? Ouais, les verres dépolis, c'est un terme radiologique qui désigne une zone de voile flou sur les poumons lors d'un scanner. Donc souvent, c'est lié à une inflammation ou une infection des alvéoles. C'est ça. Donc ça peut être dû à une infection ou tabagisme. Pour ma part, les intermistes m'avaient dit que c'était le tabagisme. Voilà, de mettre ça de côté, que c'était pas très important, qu'on allait voir ça plus tard. Donc je fais ce fameux examen quand même qu'il fallait faire. Oui, parce que pour eux, ça pouvait pas entraîner les symptômes. Non, ça n'entraînait rien du tout. Voilà. C'était là, mais voilà. C'était pas important pour eux. Et en disant ça au docteur Daudet, ça lui fait tilt, il y a des verres dépolis sur les poumons, une infection. Demande-lui quand même au spécialiste, au pneumologue, qu'est-ce qu'il en pense, si ça peut pas être un Covid long. Donc voilà. Donc là, ça fait 4 mois et demi, 4 mois et demi, 5 mois, et on te parle de Covid long pour la première fois. Pour la première fois. Donc là, il me dit, pose-lui la question. Donc je vais à son rendez-vous, je lui pose la question. Pour le pneumologue, ça lui fait aucun doute. Il dit, non, mais ça c'est trace de Covid, sachant que depuis la première radio et celle qu'on a fait là récemment, quand j'étais le voir, les verres dépolis avaient disparu. Diminué en tout cas. Donc pour lui, c'était pas le tabac, c'était vraiment une infection qui était venue et qui avait laissé des traces, quoi. Je fais le bilan avec le docteur Daudet qui me dit on va faire un PET scan, c'est un examen que j'avais pas encore fait.
Ouais. Voilà, donc PET scan c'est Je l'ai un aussi. examen. Je l'ai aussi. On va utiliser les bons termes. Non, c'est une tomographie par émission de position. C'est un examen d'imagerie qui permet d'observer l'activité métabolique des organes, donc dans ton cas le cerveau, Ouais. et pour voir s'il y a des dysfonctionnements cérébraux sans lésion structurelle. Voilà, bon, c'est un peu des mots barbares, mais en gros, c'est pour voir vérifier que ça marche. ton Comment ça cerveau, marche. ton fonctionnement de cerveau, quoi. C'est pour vérifier le comment et pas est-ce qu'il y a un problème. Exactement. Donc on fait ce PET scan, qui est un peu impressionnant quand même, c'est un métier nucléaire. Ouais. Donc voilà, on arrive, il y a des insignes nucléaires un peu partout. Et donc je fais tes examens, et là, on a un rapport. C'est bien, mon cerveau a bien été impacté Par une infection. par une infection. En tout cas, il a un fonctionnement anormal. Ok. Voilà. Donc là, ils identifient des zones dans le cerveau Qui identifient 4 zones dans le cerveau qui sont dysfonctionnelles. Et du coup, qui peuvent Il justifier. n'y a pas de liaison, mais qui dysfonctionnent. Mais qui peuvent, du coup, ça peut justifier quelques symptômes. Oui. Ok. Donc Les déjà, c'est lésions une belle touchées justifient mes symptômes. Ok. Voilà. Donc ça, c'est énorme. Donc là, tu as une preuve médicale comme quoi il y a bien quelque chose qui Ouais. crée tes symptômes. Alors, en théorie. En théorie. Alors, En théorie, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, ce PET scan, je l'ai fait quelques mois après. Non, t'as raison, je l'ai fait quelques mois après, après avoir fait de l'hôpital de psychiatrie. Ouais. Je l'ai fait quelques mois après. Ok. Donc, et là, je suis déjà pris par l'UTAPS. Donc, on fait un peu les choses à l'envers, mais en gros, quand je fais la découverte des vers dépolis et qu'il y a un soupçon de Covid long, le docteur Daudet me fait un protocole de RTMS Covid long. Ok. Et m'envoie vers l'UTAPS, l'unité transversale d'activité physique. Qui est le service à l'hôpital qui s'occupe des Covid longs. Exactement. Donc ils m'envoient vers eux. Donc du coup, je fais 2 semaines en hôpital psychiatrique et je sors avec ce rendez-vous pour aller voir l'UTAPS. Ok, donc là tu rencontres le docteur Nguyen. Je rencontre le docteur Nguyen, exactement. Là, ça a été très compliqué au départ parce que, une fois de plus, c'est le docteur Nguyen qui diagnostique un peu le Covid long, qui valide le fait que tu as un Covid long par les diagnostics. On en a déjà parlé, le Covid long, il n'y a pas il n'y a pas de marqueur. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de marqueur qui montre qu'on a un Covid long, c'est par élimination de tout ce qu'on a déjà fait et par les symptômes, quoi. Et toi, pour le coup, tu avais fait déjà plein d'examens. J'avais fait pas mal d'examens et ça collait avec le Covid long. Donc lui, il me valide que j'ai le Covid long. Ouais. Une fois de plus, malgré qu'il y a des éléments, j'ai du mal à me retrouver quand même dans ce diagnostic. Puis ça m'arrangeait surtout pas parce qu'il n'y avait pas de solution. Surtout ça, je pense. Donc un peu de mal à accepter. Donc un peu mal à accepter que ce soit ça, et puis ça plane toujours, hein, tant qu'on n'a pas un diagnostic précis ou un marqueur qui nous montre qu'on a le Covid, bon, ça plane. Est-ce qu'on n'est pas passé à côté d'autre chose? Voilà, il y a toujours un peu ce doute-là quand même. Ok. Donc voilà, donc il me dit que ce qu'il propose, c'est des groupes de parole et de la remise à un niveau sportif, mais que pour moi, ça suffirait des groupes de parole. Ok. Que justement, il faudrait arriver à me canaliser et moi en faire. Alors, j'avais du mal un peu quand il m'a dit ça, parce que déjà ma vie, je faisais plus grand chose. Donc on me dit il faut encore moins en faire, j'avais vraiment beaucoup de mal avec ça. Et puis le côté sportif, pour moi c'était ma façon de me battre. Donc il me dit bon il faut arrêter. Donc je lui dis que si c'était que pour les groupes de parole, je ne minerais pas. Ouais. Je minerais que s'il y a la partie sport aussi avec. Ok. Donc il me fait un petit sourire et puis il me dit ok. Voilà. Un peu têtu au départ, quoi. Un peu têtu au départ, et puis un peu surtout, je pense, insolent envers ce qui m'est arrivé, quoi, envers la maladie. Je suis peut-être plus fort, je vais dépasser les choses, quoi. Toujours dans cette optique de l'effort va m'en sortir. Oui, ce côté insolent, quand on est malade, on se dit mais vous savez pas qui j'étais avant, le travail que je faisais, cette hyperactivité, voilà, et puis là je suis réduit à ce que vous me voyez, quoi. Ouais. Voilà, c'est un peu ça, être insolent envers sa maladie, j'ai l'impression.
Du Donc, coup, la l'UTAPS, c'est vraiment l'endroit où on apprend à faire cette gestion exactement. de l'énergie et gestion de Voilà. la tolérance par rapport à sa pathologie. Ouais, c'est ça qu'on apprend en fait. L'UTAP sert à ça. Donc je commence par le sport et en enchaînant une fois par mois les groupes de parole. Donc là, pareil, j'avais les groupes de parole, bon, c'est pour discuter quoi. Ouais. Donc là, le traitement qu'on me proposait, c'était de la discussion. J'y croyais pas vraiment. Je me dis bon, bah allez, on va y aller quand même, mais bon, pas parce que j'avais pas d'autre solution quoi. Et il fallait suivre le programme. Fait suivre le programme. Donc voilà, donc j'ai fait mes premiers groupes de parole et puis là on commence à voir qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a d'autres personnes qui ont à peu près les mêmes symptômes ou des histoires un peu similaires ou les mêmes problématiques en tout cas. Ouais. Et du coup ça nous fait le tilt. Moi ça m'a fait le tilt et puis on fait des belles rencontres, on s'est rencontrés. C'est ça. Et ça permet de mettre des mots, la tête de coton, tu peux ça mourir exactement. cérébral. Voilà, c'est Et ça. ça permet d'être un peu plus d'accord avec soi-même en disant bah, les autres vivent pareil. C'est ça, mais sauf que pour moi en tout cas, sur le coup, voilà, j'entendais, Ouais. mais j'avais du mal encore à l'appliquer et je me sentais encore un peu incompris quoi. Voilà, même si c'était en face de moi, j'avais encore un peu ce refus de dire c'est pas pour moi quoi. On sait qu'on n'est pas des bons élèves. Ouais, mais je pense que c'est peut-être un processus normal. Donc voilà. Et en parallèle, j'ai continué le sport. Et puis au bout de quelques mois, entre le sport, j'étais toujours suivi par toujours en Mirabeau. le RTMS. Donc je faisais 3 fois de RTMS par semaine, 2 fois de sport avec les TAPS, plus de l'orthoptiste, parce que j'avais pris de l'orthoptiste en plus en sortant de l'hôpital psychiatrique, de la clinique psychiatrique. Et donc voilà, ça faisait trop, c'était contre-productif. Voilà, j'étais dans tous les sens, j'étais très fatigué. J'ai essayé d'enchaîner pour me persuader que je faisais quelque chose, j'étais actif, mais en fait c'était contre-productif. Okay. Donc j'ai arrêté petit à petit le sport. Ouais. Donc voilà, quand j'ai dit ça au docteur Nguyen, il m'a fait un sourire, évidemment, je pense qu'il savait. Il savait de quoi il parlait, le monsieur. Oui, c'est ça. Ils ont assez d'expérience, je pense. Donc voilà. Coup, mais j'étais têtu quand même jusqu'au bout. J'ai dit j'arrête le sport, mais je voudrais faire du kiné près de chez moi. Comme ça, pour la logistique, c'est plus simple. Et je continue à faire le sport, mais 1 fois par semaine. Ok. Voilà, j'ai très vite arrêté après. Ok. Donc voilà. Donc c'est à ce moment-là que tu fais le PET scan. C'est à ce moment-là, c'est pendant cette période que je fais le PET scan. Et quand je fais le PET scan et qu'on me dit que mon cerveau il a un fonctionnement différent, c'est le docteur Daudet qui analyse ce PET scan. Lui, il est en accord avec le docteur de la médecine nucléaire. Ouais. Et donc on fait ça, donc voilà, on continue ce protocole, mais avec mon médecin traitant, il me suivait de temps en temps, il me dit ça serait bien d'avoir un avis croisé quand même. Ouais. Donc je repars voir un autre rhonologue pour la 3e fois, pour avoir cet avis croisé de ce dysfonctionnement. Ouais, par rapport à ce PET scan. Et là j'arrive devant ce monsieur avec le dossier du docteur Daudet qui était ultra complète, avec tout ce qu'il avait fait, et tout ce qu'il avait éliminé, et tout ce qu'on avait fait là-bas depuis le début. Ouais. Et puis en regardant le PET scan, il me dit qu'il n'y a rien de significatif pour lui, que ça ne prouvait rien du tout en tout cas. Que pour lui, il aurait fallu faire un PET scan avant, pendant et après. Ouais. Et que ma situation pour lui n'était pas inquiétante, que c'était dû à quelque chose, mais un trouble neurologique fonctionnel dû à l'absenté. Voilà. Donc lui, il revient sur ce qu'avait dit l'interniste. Ouais. Donc là, pour la première fois, je me fâche. Ouais. Voilà. Je me fâche, je me laisse pas faire en me disant non, je peux pas entendre ça. Vraiment pas. Il avait tous les dossiers en main pour voir que c'était pas psychiatrique
ni l'anxiété. Et puis il me insiste là-dessus et il n'est pas d'accord avec le résultat du PET scan. En tout cas, il m'aide pas, quoi. Ok. Donc voilà. Donc là, tu en rediscutes avec ton médecin traitant, probablement. Je rediscute avec Dodé Avec Dodé. et avec mon médecin traitant, puis je fais un peu mes recherches et je vois qu'en fait, il n'y a pas un consensus sur ce sujet par rapport au PET scan direct. Ok. Et qu'ils ne sont pas souvent d'accord, la médecine nucléaire, les psychiatres et les neurologues. Ok. Donc voilà, donc je sens qu'il n'y a pas un consensus dans cette façon-là et puis pas la même façon de travailler en tout cas. Ok. Voilà, les psychiatres et les médecins nucléaires ont le même discours. Les neurologues, c'est un peu plus compliqué. Okay. Après, mon ressenti et ce que j'ai pu, vivre et plus qu'on m'a rapporté depuis. Ok. Voilà. Donc là, tu retournes avec Dodé. Je retourne avec Dodé me suit, quelqu'un de formidable. Voilà, à chaque fois que c'est lui qui fait les examens, c'est lui qui fait le RTMS, pardon. Donc je le vois à chaque fois. C'est quelqu'un qui bataille, qui cherche, qui est ultra humain, et puis qui a une connaissance énorme sur tous les sujets médicaux. Ouais. Donc il prend l'ensemble du patient et il bataille, quoi. Donc il ne laisse pas l'abandon. Donc ça va. Formidable, quoi. Voilà. Grosse bouée d'oxygène. Grosse bouée d'oxygène, je dis souvent que c'est lui qui m'a sauvé. Hein, okay. Voilà, parce que c'est la vérité. Hein, sans ce docteur, ce que j'avais peur quand j'allais en psychiatrie, c'est. D'être classifié fou et fini. C'est qu'on me calme surtout avec des médicaments, quoi. Ouais. On me met des médicaments pour me calmer ma situation parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, quoi. C'était surtout ça, quoi. Et donc lui, il t'a proposé quelque chose qui t'a. J'ai découvert autre chose. Et puis j'ai découvert aussi d'autres choses en psychiatrie, parce que moi quand je suis arrivé là-bas, j'arrivais avec mon appréhension et avec mon comportement d'appréhension. Ça veut dire que j'arrivais là-bas, je voyais tout d'une façon... Tu surveillais tout, tu voulais... Je surveillais tout, voilà, on fermait les portes derrière moi, je trouvais ça... alors qu'à l'hôpital aussi, on fermait les portes derrière toi le soir, voilà, mais il y avait des barreaux aux fenêtres, mais à l'hôpital aussi, il y avait des barreaux aux fenêtres, donc voilà. Et j'avais cette vision de la psychiatrie, quoi. Donc au début c'était très dur. Pour petite anecdote, les premiers jours, quand je suis arrivé, le premier jour j'étais en salle de musculation. Et là il y avait un homme qui faisait de la musculation et qui parlait pas beaucoup. Et moi j'étais toujours dans mon imaginaire de la psychiatrie, peut-être qu'ils sont fous les gens. Et il parlait pas beaucoup, il était à côté de moi et il faisait de la musculation avec des énormes poids. Et moi j'étais sur mon petit appareil et puis je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce réflexe de prendre un petit haltère à côté de moi en cas si j'avais une agression j'allais le taper dessus, tu vois. C'était nul mais c'était un instinct de survie, je sais pas vraiment ce qui se jouait là, mais c'est pour dire l'inconscient, comment est-ce que ça l'inconscient, surtout dans l'état où j'étais, voilà, comment je prenais la chose en fait. Tu te sentais vraiment en insécurité d'arriver en psychiatrie? Oui, mais c'est surtout, je sais pas en sécurité, mais c'était surtout l'impression que j'avais, les a priori que j'avais qui prenaient le dessus au départ, quoi. Et du coup maintenant avec... Et puis en fait j'ai découvert avec, il y avait plusieurs psychiatries et il y avait plusieurs façons de soigner les gens. Il y avait des maisons, des hôpitaux psychiatriques fermés, où c'est des gens qui sont un peu plus, avec des cas plus lourds. Avec des troubles différents. Avec des troubles différents, et puis des façons différentes aussi de les soigner, et voilà. Et puis il y a des hôpitaux qui sont plus de jour, il y a des hôpitaux de jour, et il y a des hôpitaux aussi ouverts où tu peux sortir à n'importe quel moment, qui était mon cas, et qui traitent des pathologies différentes. Et là c'était mon cas, il y avait de tout, des bipolaires, des dépressions, des problèmes neurologiques, parce que Dr Dodé et le RTMS ramenaient beaucoup de personnes différentes. Et ça touche toutes les classes sociales et tout le monde, quoi. Donc j'ai rencontré des médecins qui avaient des problèmes psychiatriques, des infirmiers, des plombiers, tout le monde, quoi. Donc voilà. Donc ça aussi, on peut dire que ça t'a un peu ouvert l'esprit sur... énormément. Moi, tous les a priori que j'avais voilà, étaient retombés en quelques jours. Hein. Je suis quelqu'un d'assez sociable. Donc voilà, je voyais, on était tous dans le même panier. Hein. Voilà, il n'y a pas de différence, c'est une maladie, ça touche la tête, ça fait peur, certes, mais voilà. Il y a des solutions, il y a des traitements.
Et puis c'est pas ce qu'on voit dans les médias ou dans les trucs spectaculaires. Ça c'est ce qu'on voit souvent et que les gens s'accrochent à ça, mais il y a tout le quotidien de la psychiatrie, quoi. Voilà. Il y a tous les petits bobos psychiatriques, comme j'appelle ça, peut-être, qu'on voit pas et qui se soignent très bien. Voilà. Qui se soignent très bien. Qui se soignent très bien, ouais. Donc j'ai rencontré des gens aussi formidables avec qui j'ai toujours des accroches. Et du coup, donc là, tu es suivi donc, à la clinique psychiatrique pour le RTMS, tu es suivi à l'UTAPS, le parcours continue. Le parcours continue. Alors l'UTAPS, je pense qu'on a fini de parler de l'UTAPS. Les groupes de parole, ce qu'on disait m'a apporté ça, le fait de comprendre mieux ma maladie et cette compréhension. Mais pour ma part, comme je te disais, j'assimilais pas tout ça. Pour l'instant, je voulais pas l'assimiler, ou j'avais du mal à l'assimiler, ou j'étais encore peut-être insolent et en maladie. Alors donc, tu n'avais pas accepté. Ou j'avais pas accepté, c'est tout un cheminement. Donc voilà. Et du coup, on apprend à gérer un peu cette maladie avec les outils qu'on a, qui est le pacing, c'est comment gérer son énergie. Ça semble tout bête, mais toute personne qui est malade devrait gérer déjà son énergie. Donc c'est pas que pour le Covid, ça sert aussi pour toutes les autres maladies. Donc en gros, on nous explique qu'on a 10 € par jour d'énergie et que pour nous lever et prendre nos petits déjeuners, déjà on utilise 3 €. De se laver et puis de passer la matinée, on est déjà à 6 ou 7 €, donc il nous reste très peu de temps, pour le reste de la journée, et puis arriver à la moitié de la journée, on est en déficit, donc voilà, et puis on peut pas faire de... Et la dette est chère à rembourser. Voilà, on peut pas faire de la dette, donc on le paye direct. C'est ça. Donc on gère cette énergie. Bon là pareil, moi j'avais du mal encore avec ce principe. Et puis, mais tout ce qu'on évoquait, en tout cas, pendant ces groupes de parole, je l'avais en tête quand même. Moi, ça rentrait, il était là, et c'est plus tard en fait que j'ai commencé à l'appliquer et à m'en servir. Donc, vraiment. Tu y allais à reculons au départ, mais au final, ce que tu as appris là-bas t'a servi. Oui, énormément. Okay. Par rapport à la rencontre, et puis de se dire qu'on n'est pas seul, ça c'est quelque chose qu'on voit directement, qu'on n'est pas seul. Mais après, toute la psychologie et tout ce que ça nous apporte, pour ma part, je l'ai appliqué plus tard, quoi. Et surtout, ce qui m'a servi, c'est de comprendre, en plus de l'énergie, mais de comprendre que j'étais dans une quête de redevenir qui j'étais avant. Absolument. D'être pressé. De dire, voilà, j'étais autre chose d'avant, hyperactif, et là je veux redevenir hyperactif et je veux redevenir comme j'étais avant. Refaire tout ce que je faisais. Je veux refaire tout ce que je faisais. Et le plus vite possible. Et quand j'ai abandonné cette idée, en me disant, bon, là ça fait quand même quelques années, ça faisait presque un an, ça faisait plusieurs mois et ça faisait un an, je me suis dit, bon, on va changer de stratégie. Je vais peut-être me concentrer sur ma maladie et moins sur la volonté de devenir qui j'étais avant. Et là, j'ai arrêté le sport. Ça a été radical, j'ai arrêté le sport. Et ça, qu'est-ce que ça a entraîné par rapport à la maladie? Ça m'a appris à avoir un fonctionnement différent. Voilà, d'être plus forcé, dans la force de prendre soin de moi, de l'écoute. Aujourd'hui, tu tombes malade, tu prends plus ton kawaii, tu vas pas courir en montagne. Non, j'irai plus, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors ça veut pas dire que tu vas plus prendre ton kawaii pour aller en montagne, mais tu le feras pas quand tu seras malade. Voilà, exactement. C'est ça. C'est un bel apprentissage. Donc ça m'a beaucoup aidé. Hein. Quand j'ai compris ce déclic-là, ça m'a beaucoup aidé. Vraiment. Donc voilà, je vais à la sieste, j'allais à la sieste sans remords, je prenais du temps pour moi, j'essayais de retrouver une identité aussi parce que j'avais l'impression d'avoir perdu mon identité. Après tout ce qui s'était passé, et en rentrant chez moi, il fallait que parce qu'en rentrant chez moi, j'avais quand même les symptômes, donc je devais quand même faire avec les symptômes au quotidien, qu'ils étaient moindres, mais je les subissais toujours et je les subis toujours. Donc tout ça, c'est
c'est un apprentissage. c'est un apprentissage, il faut composer avec tout ça, et du coup ça amène énormément de questionnements et de fonctionnements différents. Donc voilà, donc du coup je devais composer avec tout ça. J'abandonne le sport pour pouvoir accepter un peu ce qui m'arrive et me concentrer sur mes symptômes. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que je faisais la sieste sans remords, et que je m'adaptais par rapport à ma maladie, sur le fait que il faut apprendre à composer avec, et il faut surtout que nos entourages aussi arrivent à composer avec, et ça c'est assez compliqué. Donc ne plus avoir de remords en disant non. Par exemple pour mes enfants qui me demandent de faire quelque chose, voilà, ça c'est un apprentissage de dire mais non, désolé, mais je ne peux pas le faire parce que sinon je me mets dans le rouge. D'accepter aussi de s'éloigner de nos amis et de la vie active un peu. On se sent un peu seul. Ouais, il y a quand même une dimension d'accepter l'isolement. Ouais. Au niveau social, c'est un peu compliqué, hein. Forcément, on est un peu moins intéressant, on fait moins de choses, donc on est un peu mis de côté. Mais c'est pas voulu, hein, c'est inconsciemment, mais le fait est là, hein, c'est qu'on fait moins de choses, donc on n'y va plus. Donc tout ça, il faut apprendre à le gérer. Ouais. Voilà. Et puis voilà, déjà, c'est un gros travail de psychologique à faire sur soi. Voilà. Là, on n'a pas parlé d'un truc que je te connais, donc je vais t'aiguiller un peu, mais le Covid, tu l'as eu de nouveau pendant cette période. Oui, exactement. Peu de temps après que je rentre à la maison, après mon hospitalisation, en décembre, je rattrape le Covid, et cette fois, c'est validé. Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi... Au départ, c'était un rhume. C'était un rhume, donc j'avais pas de test. T'avais pas de test. Et là, cette fois, je fais un test et j'ai le Covid. Donc je rentre un soir, j'ai très froid, et je tremble de partout, et je fais le test Covid. Et là, de nouveau, c'était quelques mois après que je sorte, l'hospitalisation, et de nouveau, tous mes symptômes reviennent. Ok. Puissance 100. Comme au départ, avec l'énergie. Voilà. Donc la même torture, voilà. Okay. Donc ça dure une semaine. Ouais. Et par contre, j'ai des nouveaux séquelles par rapport à ça, c'est que j'ai des tremblements assez réguliers le soir, en ayant hyper froid, et puis en ne pouvant pas me réchauffer, et puis avec des gestes incontrôlés, quoi. Donc voilà, ça part dans tous les sens comme ça. Ouais, spasmes plus des gros spasmes, des tremblements, et puis de nouveau des mal un peu... des inflammations, j'ai su que c'était plus des inflammations plus tard, mais des inflammations du style, voilà, j'avais la cheville qui me faisait de mal, le ventre, je me mettais à boiter, voilà, et puis ça disparaissait. Ok. Et voilà. Et du coup, là, tous ces nouveaux symptômes, l'avantage par rapport à la première infection, c'était que tu es déjà suivi par le docteur Daudet. Ouais. Tu es déjà suivi dans un parcours de Covid blanc. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça change par rapport à la première infection ? Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. J'étais déjà en... déjà, ça s'est tamponné par le fait que j'ai fait le test. Donc, on sait ce que j'ai déjà. Donc, ça change tout. Je ne suis pas dans l'inerrance. Et puis c'est ce que j'avais connu depuis le départ. Donc, voilà, ça confirmait ce que j'avais eu, surtout. Je me retrouvais dans les symptômes du début. Ça donne une validation sur ce que tu as déjà vécu. Ça donne une validation en plus, mais ça me rend aussi à d'autres questionnements, parce que le fait de se boiter et tout ça, ça t'envoie d'autres symptômes, donc ça se termine jamais en fait, quoi. Ouais. Donc voilà, il y a des fois, j'ai même eu mal aux testicules qui me faisaient boiter, donc il fallait voir un autre spécialiste. Donc on rentre dans un cercle. On rentre dans un autre cercle pour chercher un peu ce qui va pas, donc tu vas voir d'autres spécialistes. Ça s'arrête jamais. Voilà. Ça s'arrêtait jamais. Donc après tous ces examens, ça s'arrêtait jamais, quoi. Ça s'arrête jamais. En gros. Même t'as l'impression que... Oui, t'es retombé au départ, et c'est un circuit. Mais tu te demandes quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi.
Voilà. Même si c'est mieux, mais tu as toujours des visites médicales, tu as toujours des rendez-vous, voilà. Et même quand il y a le mieux, tu as cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui te dit quand est-ce que ça va tomber. Peut-être pas, mais en tout cas ta vie est rythmée par les soins, et voilà, donc c'est un temps complet quoi. Ouais. Pendant des mois, et là ça m'a duré des années même. Donc, voilà. On va faire un petit récapitulatif des dates tout à l'heure. Ouais. Mais du coup, on va continuer un tout petit peu sur tes symptômes. Sur ces nouveaux symptômes, ces nouveaux examens, est-ce que ça a apporté quelque chose de nouveau au dossier ou pas spécialement? Alors toutes ces inflammations et tout ça, en fait, il y a des mois après avoir eu le Covid, il y a une après-midi où j'ai ressenti ces symptômes qui sont revenus d'un coup avec des circuits électriques qui me prenaient dans la jambe, ce qui m'était déjà arrivé, mais là c'était vraiment très intense et tout revenait. Ça m'a duré 1 ou 2 journées. Et là, j'en ai parlé au docteur Daudet, et par rapport au fait que j'avais eu le Covid avant, et puis tous les examens qu'on avait fait, il commençait à avoir une suspicion de syndrome du SAMA. Donc, le syndrome du SAMA, c'est syndrome d'activation mastocytaire. Voilà, c'est une maladie auto-immune. Ouais. Du coup, j'ai un petit glossaire encore. Ouais. Sur le SAMA, état où les mastocytes sont les cellules immunitaires qui libèrent trop de médiateurs chimiques. Donc ça provoque des symptômes variés, donc des tremblements, des froids, des douleurs. C'est ça. Exactement ce que tu décrivais tout à l'heure. Exactement. Qui est dû au Covid. Qui a été causé. Ok. Voilà. Pour sa théorie à Dr Daudet, c'est ça, c'est dû au Covid. Ok. Donc j'ai ce syndrome-là qui me provoque des inflammations. Du coup, il m'a mis sous antihistaminique pour calmer ces inflammations. Et le jour où j'ai fait cette inflammation-là très aiguë, j'ai été le voir et il m'a fait de la périphérie, du RTMS périphérique. Donc là, c'est le RTMS, mais pas sur la tête. Ok. Il me fait du RTMS au niveau du ventre. Ok. Alors, pourquoi le ventre c'est assez compliqué, parce que quand le docteur Daudet nous explique, ça a l'air très simple. Mais après, c'est dur de le retranscrire. C'est très compréhensible quand c'est lui qui raconte. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, et du coup, ça a été radical, le lendemain, plus rien. Donc ça validait vraiment sa théorie, quoi. Ok, le traitement pour le SAMA, c'est le périphérique sur en tout cas pour moi, dans ton cas. Ça fonctionnait. Et premier traitement, déjà des résultats. Ouais, direct. Ça change des autres. Ça change des autres, et puis ça confirme. Ça confirme le tout. Ça confirme en tout cas toutes les théories du docteur Daudet, quoi. Parce que faire du RTMS, ce qu'il faut dire, c'est que c'est très long. Moi, ça fait 3 ans que j'en fais maintenant aujourd'hui. Dans 2 ans. 2 ans que j'en fais aujourd'hui. Et puis les résultats sont. Tu les vois petit à petit, les mois. Mais ça se construit, c'est pas instantané. Pour moi, c'est pas instantané. Ça peut être instantané pour certaines maladies. Ouais. Pour moi, en tout cas, c'était sur le temps, quoi. Ok. Voilà. Donc des fois, on est un peu démoralisé en disant bon, ça marche, est-ce que ça marche vraiment? On se pose des questions, on est toujours dans une incertitude. Donc voilà. L'avantage qu'il y a, c'est quand même d'avoir le docteur Daudet qui est quand même très, très impliqué dans la maladie. Qui est très impliqué. Et puis ce genre de choses où tu vois qu'il y a une efficacité directe, tu vois que le monsieur il se trompe pas, quoi. Ouais. Ça permet d'avoir un peu plus confiance en ce qu'on fait. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ton parcours. Aujourd'hui, donc tu as toujours tes symptômes, tu nous l'as dit. Mais c'est que tu peux quand même recommencer à vivre un petit peu. Oui, exactement. C'est que petit à petit, c'est un processus. Déjà, je l'accepte. En tout cas. Je suis dans ce processus d'acceptation. Ma vie est faite d'adaptation par rapport à ça. Et aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Voilà. C'est plaisant. C'est plaisant. Je reprends petit à petit ma vie. Mon quotidien devient de plus en plus facile, de jour en jour, si je peux dire de cette façon, mais en fait c'est de mois en mois ou en année en année. Donc voilà, donc ça devient de plus en plus facile. Il y a des journées où
où je sens quasiment pas mes symptômes, donc j'oublie presque. Ok. Voilà, mais il n'y a pas une journée où je n'ai pas mes symptômes quand même. Donc, voilà. T'arrives à avoir des moments de repos, t'arrives à avoir Oui, des moments, complet, ouais. des moments Les oubliés où ça complets. passe. Ouais, vraiment. Et puis il y a des moments où c'est très 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 compliqué, où il y a des journées où c'est encore très très compliqué, où je suis obligé d'aller dormir, où je subis, voilà. Mais dans l'ensemble, il y a une grosse amélioration quand même. Ok. Et on n'a pas reparlé du tout du fait que tu as été mis en arrêt de travail. Oui. Est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport à ça? Est-ce Ouais. que ça a été problématique? Non, alors j'ai eu la chance parce que quand je venais de commencer mon travail, j'ai travaillé 1 mois et demi dans ma nouvelle entreprise. Ouais. Je suis tombé sur des gens super bienveillants et compréhensifs qui m'ont toujours soutenu. Ok. Donc je les remercie vraiment beaucoup. Et du coup j'étais en arrêt, ça a duré 2 ans et demi. Ok. Et au bout de 2 ans et demi, j'ai été contacté par la CPAM. Ouais. Et faire le point sur ma situation. Et en gros, aujourd'hui je suis en invalidité de travail avec le statut handicapé. Ouais. Voilà, donc c'est un changement de statut radical. Tout cela s'est fait avec beaucoup d'administratifs et d'acceptation aussi, parce que le jour où j'ai appris que j'avais cette capacité à retravailler, que pour l'instant il n'y a pas de médecin qui voudra valider le fait par rapport à mes symptômes de repartir au travail, mais c'est un gros coup quand même pour moi. Ça veut dire que ça fait 2 ans et demi que j'ai des séquelles de ma maladie et que voilà, que je dois composer encore avec, quoi. Donc ça c'était très compliqué pendant quelques jours. Ouais, cette bataille administrative a fait que ça n'a pas aidé non plus. Cette bataille administrative n'a pas aidé du tout. Et voilà. Donc aujourd'hui j'en suis là. Et puis surtout c'est qu'on dépend de ce qu'on va nous donner aussi. Oui, on n'est plus du tout maître. On n'est plus du tout maître de notre avenir. Quoi. De notre avenir. Ok, donc là il est vraiment mis dans les mains des médecins de la Sécu. Ouais, exactement. Et on dépend de ce qu'ils nous envoient. Voilà. Ok, c'est compliqué. Bon, si on fait un petit récap de tout ce que tu m'as dit, il y a quand même des chiffres assez saisissants qui en ressortent. Ouais. Donc je vais te les lister, je vais dire si tu es d'accord, mais il y avait 109 jours entre le début, donc le premier rhume, et ta première consultation en neurologie. Ouais. 38 jours d'attente entre la médecine interne et le neurologue. Ouais. 50 jours, à peu près 1 mois et 20 jours entre le premier et le deuxième rendez-vous de la neurologue. D'accord. 71 jours d'hospitalisation en continu. Ouais. 367 jours entre le début, donc toujours le même rhume, et le PET scan. Ok. 1 an. 1 an et 1 jour. Ouais. 139 jours entre l'arrêt de travail et la sortie de la clinique. Et dont on vient de parler là, 2 ans entre le début des symptômes et le diagnostic final de Covid long plus syndrome du SAV. Ouais, c'est ça. 2 ans d'adhérence médicale. Ça fait quand même... c'est des chiffres qui sont saisissants, hein, et quand ça nous montre que quand on tombe malade, on devient patient. Mais ça veut dire surtout que patient dans le sens attendre. Oui, c'est ça. Et ça dépend des cas, mais oui, dans mon cas, oui, c'est ça. Et malheureusement, c'est dans le cas de beaucoup de gens, j'imagine. De ton point de vue, le fait d'être patient, ça a été compliqué, mais est-ce que le fait d'être malade, considéré comme personne malade ou personne en situation de handicap, qu'est-ce que pour toi ça signifie? D'être malade ou d'être handicapé? Ouais, les deux. Non, après. Qu'est-ce que ça signifie d'être malade? C'est très vaste, mais d'être malade pour moi, c'est d'être patient déjà. Ouais. Ça, c'est le maître mot. C'est pas pour rien que ce mot-là existe. Et puis c'est une acceptation. Hein. Ouais. C'est vraiment notre mot-clé, hein. C'est l'acceptation de ce qui nous arrive. C'est de composer aussi avec nos symptômes et nos difficultés et nos traitements. Et voilà, c'est vraiment composer et s'adapter. Composer et s'adapter. Voilà. Avec ça implique ça. Et après, ça implique tout ce qui
tout ce qui est en extra de la maladie, ça veut dire l'acceptation, la psychologie, et puis le côté administratif, le changement de statut, voilà, tout ce qui est administratif, c'est un peu une double peine. Hein. C'est vraiment une double peine pour nous. Et après le côté social. Et le côté social, tout ce que ça implique, vraiment. Et puis la compréhension des gens aussi. Oui. Voilà, donc il faut vraiment être... pour mon cas, moi j'ai pas de souci avec ça, j'ai vraiment une ligne directrice. Je suis assez à l'aise avec ce que je vis, voilà, mais je peux comprendre que ça peut être compliqué, sachant plus que moi j'ai une maladie invisible comme toi, et que des fois c'est un peu incompréhensible pour les gens. Mais sur ce côté-là, j'ai vraiment été bien entouré. Je remercie vraiment beaucoup mes parents qui m'ont vraiment beaucoup aidé, et puis tout mon entourage. Donc, sur ce côté-là, voilà. Mais ouais, être malade, ça implique tout ça d'après moi, et bien plus. Voilà. Il y a la partie pathologie et tout ce qu'on ne voit pas à côté. Ouais, exactement. Si tu veux bien, on va passer aux quelques questions, questions de malade. Donc, par rapport au Covid long, est-ce que tu as une opinion sur le Covid sans rentrer dans les polémiques? Non, le Covid long c'est tellement vaste, on pourrait parler de plein de choses, de tout ce que ça implique, l'errance médicale que ça peut impliquer, l'incompréhension de certains professionnels de santé, voilà, il y avait tellement de choses à dire sur le Covid long, mais moi ce que je retiens personnellement, c'est que ça a mis, le Covid a mis en lumière le système de santé en France, et dans le monde entier, mais pour la France en tout cas, a mis en lumière ce système de santé qui était parfois défaillant, et a mis en lumière aussi tous les professionnels de santé. Et je trouve regrettable qu'on l'ait juste mis en lumière et qu'il n'y a pas une action directe après, quoi. Donc c'est vraiment mon opinion sur ça, ça me fait un peu rager de voir que cette pandémie aurait pu servir à ça, et que tous ces morts qu'il y a eu auraient pu servir à ça, et qu'aujourd'hui on l'oublie un peu et que ça n'a pas beaucoup avancé sur la médecine et sur la reconnaissance des professionnels soignants, quoi. Donc il y a eu du positif, mais il y a plein de choses à continuer à voir à la suite du Covid. Une question qu'on va nous poser aussi dans les commentaires, est-ce que tu es vacciné? Non, je ne suis pas vacciné. Ce que je dis tout le temps, c'est que je le regrette. Alors, je ne dis pas ça par provocation, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un peu sensibles avec ça, sur le fait qui sont persuadés d'avoir le Covid avec le vaccin. Je leur donne pas tort, je sais pas, je ne suis pas un spécialiste, en tout cas on ne peut pas le prouver non plus. Mais pour ma part, je regrette de ne pas être vacciné, parce que peut-être ça m'aurait évité tout ça. Je n'ai pas été vacciné parce que dans mon boulot, je n'en avais pas besoin. Et je voulais être prudent, je ne suis pas anti-vaccin, bien au contraire. Et j'ai été prudent sur toutes les infos qu'on avait. Et je n'avais pas besoin d'être vacciné, donc je pouvais me permettre d'attendre. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir une maison, de l'espace, et donc voilà, je me suis permis d'attendre, je ne suis pas vacciné. Ok, tu n'avais pas d'obligation légale de le faire, du coup tu t'attendais de voir. Ouais, exactement. Ok. Bon, on va passer on va polémique, on va aller on va passer sur les polémiques et on va parler d'autres choses qui nous intéressent plus, nous, dans l'association. Tu as eu des outils mis à ta disposition pour t'aider à traverser ces épreuves. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé à traverser ces épreuves? Tout ce qui m'a le plus aidé, c'est déjà tous les professionnels de santé. On peut parler d'outils. Que d'outils, tu veux dire? Non, on peut parler de tout. En général, qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a le plus aidé pour garder le cap dans le... Ce qui m'a parlé le cap, c'est la méditation et la cohérence cardiaque. Vraiment, ça c'était vraiment essentiel quand j'étais vraiment en crise. Voilà, ça c'est un premier cap. Après, c'est la famille, évidemment. S'accrocher à mes enfants. On a parlé pas mal déjà. Voilà, ça c'était vraiment important pour moi. Sans ça, ça a été vraiment très compliqué. Et puis après, c'est tous les professionnels de santé
qui sont à disposition. Je pense aux kinés, aux femmes de ménage, aux hôpitaux. Ils ont un nom, je dis femmes de ménage. RSH, je crois. Oui, les agents d'entretien. Donc voilà, quand j'étais par exemple au centre de rééducation, j'avais pas de lien avec les infirmières par exemple parce que j'avais pas besoin de soins. Et le seul lien que j'avais c'était avec les ARSH, les femmes de ménage et ceux qui nous amenaient à manger. Et mine de rien, c'était le seul contact que j'avais un peu d'extérieur avec elles, mais qui ont quand même une vision qui ont hors médical, mais qui sont quand même dans le médical. Et du coup, ils m'apportaient énormément. Puis après, c'est tous les professionnels de santé que j'ai rencontrés en général. Je veux dire, mon orthoptiste, je suis suivi par 2 orthoptistes qui m'aident énormément à comprendre, à mettre des mots. Tous les gens que j'ai rencontrés, que ce soit toi ou tous les autres malades, voilà, tout ça, ça a tenu mon cap. Et puis surtout, je pense d'être assez sûr de moi. Sur le fait que je savais que j'avais quelque chose et que j'en démentais pas, quoi. Parce que là aussi je l'ai pas dit, mais quand j'étais à l'hôpital et que les internistes m'ont diagnostiqué ça, ils m'ont conseillé, ils ont insisté sur le fait d'arrêter de chercher ce que j'avais, d'accepter et de plus batailler, quoi. Voilà. Donc heureusement je les ai pas écoutés. De toute façon, j'avais pas le choix, il fallait que je me batte. Donc, évidemment, quand t'as mal, tu essaies de chercher des solutions. Donc voilà, ce cap-là m'a beaucoup aidé. On a parlé des groupes de parole. Oui, aussi. Et tout ça, c'est un tout. En quoi est-ce que l'écoute avec les autres patients t'a aidé? Ah, ça, je pense qu'il faut le vivre. Mais c'est de se savoir, c'est de se sentir compris, pas seul. Pas seul. Et ça rend l'isolement. Ça rend l'isolement, même si, pas que, parce que moi l'isolement j'en ai pas trop, mais c'est de se savoir compris. D'avoir quelqu'un en face qui comprenne par quoi t'es passé. Et puis comme je le disais un peu pour les liens que j'avais avec Marie, avec le centre de rééducation, tout est plus fort, tout est plus naturel, tout est plus sain. Voilà, on laisse de côté tous nos codes sociaux et on n'est que vrai et voilà, on n'est que entier face à d'autres malades, j'ai l'impression. En tout cas, ça a été mon impression, donc ça m'a apporté énormément. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées encore que tu as envie de rajouter là? Moi, je pense que c'est déjà pas mal, on a évoqué beaucoup de choses, j'en ai beaucoup de choses d'autres à dire, peut-être j'ai oublié beaucoup de choses, mais dans les principaux, c'est ça. Voilà. Est-ce que dans toutes ces épreuves, est-ce qu'il y a quand même quelques petits points que tu pourrais considérer de positifs que ça t'a apporté? Ah oui, il y en a plein. Alors c'est dur à croire parce que quand j'étais au plus mal pendant des mois, j'aurais pas cru avoir ce discours-là aujourd'hui, vraiment, en me disant que ça allait m'apporter quelque chose. Ça m'a apporté tellement de choses, ça m'a apporté déjà à m'apprendre sur moi-même. À comprendre mon fonctionnement, ce que je faisais pas du tout avant. Voilà, je vivais sans comprendre comment je fonctionnais. Là, c'est un gros stop, et puis on apprend à dire comment je fonctionnais, qui j'étais, se poser des questions. Et puis ça resserre aussi ses priorités, forcément. Et puis après, c'est toutes ces belles rencontres que ça m'a apporté. Voilà, toi, Kevin, et tous les autres, tous les professionnels de santé, toutes les rencontres magiques que j'ai pu faire, dans la douleur ou dans des moments particuliers, mais ça c'est ce que ça m'a apporté vraiment. Ok. Il y a plein d'autres choses, j'ai oublié certainement plein d'autres trucs, mais voilà. Il n'y avait pas que du noir dans tout ça. Il n'y a pas que du noir dans tout ça, non. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut retenir. Est-ce que tu as un dernier message à annoncer, un mot pour la conclusion? Ouais, je voudrais juste remercier en tout cas toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon parcours. Ça me tient à cœur vraiment, toutes les personnes que j'ai rencontrées. Voilà, ça
ont été très bienveillants avec moi. Bon, pas tous, hein, j'ai eu des soucis, peut-être qu'on en reparlera, mais dans la plupart, ils ont été très bienveillants. Donc, tous ces gens-là, tous les patients que j'ai rencontrés, tous les nouveaux amis que je me suis fait, toute ma famille, voilà, tout un remerciement général, mes parents vraiment, puis mes filles, quoi. Voilà. Et puis Cécile aussi, m'a beaucoup aidé pendant cette période. Ok. Donc c'est un remerciement général. Bon. Et particulièrement aussi pour, j'oublie, mais pour mon médecin traitant, le docteur Daudet, où je les placerai au haut du panier des personnes soignantes qui t'ont soutenu. Exactement. Ouais. Voilà. Ok. Bon, ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi sur tout ça. Et je pense qu'on a évoqué plein de choses. Ouais, carrément. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. N'hésitez pas à nous faire des retours. En tout cas, moi, ce que je voulais rajouter avant que tu termines, c'est que je suis vraiment très content que tu prennes la suite, en tout cas, qu'on soit en binôme. Ouais. Voilà, c'est vraiment chouette. C'est un exercice qui n'est pas simple, mais... Ouais, c'est pas un exercice qui est simple, c'est pour ça que c'est cool que tu sois là, parce que par rapport à mes symptômes et tout ça, c'est compliqué. Donc voilà, donc je te remercie beaucoup de prendre ce rôle-là, et puis je te remercie encore une fois pour toute l'implication que tu as mis dans l'association. C'est un immense plaisir. Bon, voilà. Merci à toi d'être venu me chercher. Je vais conclure maintenant. Du coup, je recommence ma conclusion. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode de questions de malades. Je te remercie une dernière fois, Pancho, d'avoir partagé avec nous ton témoignage. Et n'hésitez pas à nous faire des retours sur cet épisode. Et on se dit à très vite dans Questions de malades.